3, 2, 1. Toujours plus, toujours plus fort. Candeloro et les givrés. Si un frisson vous parcourt le dos, ne soyez pas surpris. Total plaisir. Maintenant en direct sur iceradio.com. La première radio des sports de glace en France. Candeloro et les givrés. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Eh bien non, c'est pas prêt de s'arrêter. Bienvenue à toutes et à tous sur iceradio.com et sur Candeloro et sa bande de givrés, entouré pour l'instant d'un seul chroniqueur qui est à Villars ou à Clermont-Ferrand. Mister Xavier de Bernice avec nous ce soir. La Villars, je pense. Eh bien, Villars-de-Lans ce soir. Villars-de-Lans, ça va. Ah, t'es retourné voir les ours. Exactement, les ours qui ont bien performé parce qu'ils ont attaqué les playoffs là. Bah ouais, ça y est, hein, on arrive dans la dernière ligne droite pour tout le monde. Avec Thierry tout à l'heure, s'il arrive. Oh bah Thierry, je sais pas, comme il a fait la fiesta la semaine dernière, je sais pas où il en est avec son cœur. J'espère qu'il va bien en tout cas. Et puis Mr. Y qui est à côté de moi. Bonsoir Mr. Y. Bonsoir Philippe, bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde. Chers auditeurs, nous sommes dans les starting blocks pour une émission encore bien chargée, je crois. Bon, bah écoute, on va vous énumérer un petit peu ce qu'il va y avoir au sommaire ce soir. On va parler, donc on fera un point hockey sur glace. On aura Anne-Fleur Valette, une des deux responsables de la section ballet de Franconville ce soir, avec peut-être un petit changement au niveau de l'interlocuteur ou l'interlocutrice, puisqu'il y a eu une grosse compétition de ballet ce week-end qui s'est déroulée à Franconville, la patinoire de Franconville, où évidemment je suis allé faire un petit tour. Tout s'est très bien passé là-bas d'ailleurs, mais on aura la confirmation avec les intervenants de ce club de Franconville qui a accueilli près d'une douzaine d'équipes, plus de 800 personnes dans les gradins. C'était full et on est très content. On aura aussi l'invité number 1 ou number 2, on verra à ce moment-là. C'est Lucas Defayet qui est donc qui a été rejoint, ou en tout cas qui a été pris pour être subventionné par le Stade Rennais, pour subventionner sa carrière et en tout cas ses saisons, puisqu'on le sait très bien qu'aujourd'hui une carrière de patineur ou de short tracker ou de patineur de longue piste, c'est pas toujours facile à joindre les deux bouts. Voilà, donc on en parlera évidemment. On aura également le président de la semaine, c'est le président du ROC, donc Rouen Olympique Club de patinage de synchro, puisqu'il y aura un nouveau défi lancé par l'ISU. On en reparlera longuement. Et d'ailleurs, je crois, Alain, que tu as un édito qui a été fait sur le patinage synchronisé. On a hâte d'écouter ça. Et on Absolument. le fera. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bien des portées. Non, oui, bien sûr, c'est obligatoire maintenant, parce que même dans la synchro et dans le ballet, il y a des programmes obligatoires avec des éléments techniques imposés. Oui. On en reparlera évidemment, puisqu'il y a un enjeu majeur, c'est de pouvoir être aux Jeux Olympiques, cette discipline qui, depuis une trentaine d'années, essaye d'intégrer au niveau de l'ISU les Jeux Olympiques du CIO, mais c'est pas toujours gagné. On aura Clara Levieux et Anne-Sophie Druet, justement, peut-être, sur le patinage synchro, très impliqué à Rouen, puisqu'il y a un déplacement avant les championnats du monde junior qui vont se dérouler à Gdansk le 13 et le 14 mars prochain. Donc on va les avoir évidemment avec nous en ligne. Évidemment, on fera un petit tour des fédés, les infos des fédés. Et puis moi j'ai noté là qu'il y avait pas mal de petits trucs qui sont passés au niveau d'internet. J'ai chopé un petit peu des infos, on en discutera. Ça sera un petit peu justement aléatoire en fonction des besoins de l'émission. Voilà. Et écoutez, c'est parti pour cette belle émission de ce mardi. On a Tom qui est avec nous. Salut Tom sur Twitch. Un habitué, Tom. Un habitué. Ouais, on en a quand même 4 ou 5 qui sont régulièrement avec nous et on est assez contents. Ça commence à grimper. Il faudrait faire monter la communauté Twitch pour qu'on soit de plus en plus suivi. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'on a toujours nos 100 000 auditeurs au mois qui nous écoutent sur iceradio.com et ça, c'est très valorisant. On n'a pas l'impression de faire du travail pour rien. Voilà. Allez, c'est parti pour l'émission. On envoie peut-être Mr. Y avec son édito pour démarrer l'émission comme d'habitude. Et on se rejoint tout de suite derrière. iceradio.com. L'édito de Mr. Y. Mr. Y. Alors, Mr. Y, cette semaine, tu as décidé de nous parler de patinage synchronisé. Pourquoi ce patinage synchronisé ? Qu'est-ce qui t'inspire dans le patinage synchronisé ? Eh bien, tu vas le savoir en écoutant cet édito que j'ai intitulé « La synchro, c'est pas rétro ».
Au contraire, c'est bien moderno. Allez, écoute, c'est parti Et pour comme ton édito. On a beaucoup d'invités en seconde partie d'émission sur la synchro. Voilà pourquoi j'ai décidé de les mettre en lumière. On t'écoute. Avez-vous déjà rêvé de voir 16 patineurs ne faire qu'un sur la glace ? 16 regards, 32 lames qui avancent, tournent et respirent ensemble, comme un seul et même corps. On appelle ça le patinage synchronisé, et pourtant, on en parle si peu. C'est peut-être le plus grand paradoxe du patinage artistique. La synchro, c'est le seul sport véritablement collectif de cette discipline. Un ballet d'équipe où l'on ne compte plus les individualités, mais la précision d'un bloc, la rondeur parfaite d'un cercle ou la vitesse d'une roue qui tourne sur la glace. Pas de star au milieu, pas de projecteur braqué sur un soliste. Ici, la priorité, c'est l'unité. Née dans les années 50, cette discipline exige une rigueur de dingue. Imaginez, enchaîner des pirouettes, des pas complexes et des portées, le tout à 20 km/h à quelques centimètres les uns des autres, sans jamais se toucher. Une faute de timing et c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Alors, être synchro, ce n'est pas juste patiner en même temps, c'est ressentir la glace, vibrer sous les patins de ses coéquipiers. C'est une confiance absolue, un sixième sens collectif. Et justement, dans quelques jours, du 16 au 22 mars, la synchro va essayer de séduire un nouveau public. Cap sur Prague. La capitale de la Tchéquie accueille les championnats du monde de patinage artistique et pour la première fois, Philippe, une démonstration de synchro neuf sera présentée lors du gala de clôture. Un format inédit avec des équipes de 9 patineurs plus dynamiques, pensées pour conquérir le public et qui sait, ouvrir les portes des Jeux Olympiques en France en 2030. Quel meilleur décor que Prague pour ce grand saut. Cette ville, on la surnomme la ville aux 100 clochers, un véritable écrin de conte de fées avec son pont Charles, son horloge astronomique et ses ruelles dorées. C'est une ville haute en couleurs, romantique, un peu magique quoi, exactement comme ce patinage synchronisé. Alors, quand vous apercevrez les patineurs qui investiront la glace, on aura peut-être une pensée pour eux, pour ces athlètes qui ne forment qu'un et qui méritent eux aussi de sortir de l'ombre. Après tout, dans une ville qui a vu naître Mozart et Kafka, la poésie du mouvement a bien toute sa place. Bon, eh ben écoute, c'est bien, tu vas voir tout à l'heure quand on aura donc ceux qui œuvrent beaucoup pour le patinage synchronisé, notamment du côté de Rouen, puisqu'il y a toujours la French Cup qui s'organise chaque année à cette patinoire et c'est vraiment un succès parce qu'il y a plus d'une vingtaine d'équipes étrangères qui se présentent à cette compétition. Effectivement, il y a ce gros projet qui est passé avant, on patinait entre 22 et 24 personnes sur glace, hein. On a synchro, ensuite c'est diminué, c'est passé à 16 parce que tout le monde espérait pouvoir intégrer le championnat du monde puis les Jeux Olympiques. Et puis c'est toujours le contingent. C'est comme une équipe de hockey, on part pas avec 10 joueurs, on part avec 25 personnes du staff. Donc du coup, il faut loger tout ce monde-là pendant les JO et c'est ça qui perturbe le CIO. C'est une logistique plus importante. Exactement, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge ce soir, je suis un peu malade. C'est Tigrou peut-être. C'est Tigrou, c'est ça. Donc là, passer à 9 patineurs, on en débattra tout à l'heure, on va pas faire l'émission là-dessus maintenant parce que sinon nos invités auront plus grand-chose à nous raconter. Et puis on va surtout avoir leur avis sur le passage à 9 personnes. Ils sont en train de s'entraîner, là. Ils sont à l'entraînement, donc ils pourront n'être là qu'en deuxième partie d'émission, en deuxième heure. Mais j'espère qu'ils écouteront quand même ce petit édito parce que c'est pas souvent qu'on les met à l'honneur, malheureusement. Alors bon, notre ami Thierry n'est pas là. Je sais pas si Xavier est en train d'essayer de le joindre. Est-ce qu'on a des nouvelles de Thierry, Adam ? Alors Thierry arrive, il est débordé entre la fin de tous les championnats, les campagnes électorales. Ah oui, c'est vrai. Il sait plus où donner de la tête. Je l'ai vu. Du coup, il arrive dans quelques secondes. Et on parlera bien évidemment, il m'a envoyé le petit planning de ce soir. Donc on aura bien évidemment la Magnus, puisque la Cyber Classic Magnus, ça joue ce soir. On aura également la fin de la saison régulière en D1, les playoffs qui ont commencé en D2, la D3, etc., etc. Donc on attend quelques minutes et il nous parlera de tout ça. Mais on peut faire un petit point musical où on peut parler un petit peu de toutes les infos que tu as vues sur le web justement passé cette semaine. Justement, j'essaye de retrouver rapidement en fait la petite vidéo que Thierry a fait pour supporter. Tiens, voilà, elle est là.
Je vais essayer de la mettre et de vous la faire écouter. En fait, il s'est mis sur la liste électorale du maire d'Amiens, puisqu'il œuvre beaucoup pour le sport, notre ami Titi. D'abord, il faut que je remette le petit Bluetooth avec le téléphone parce qu'il s'est déconnecté. Alors, le temps, Philippe, justement, que tu mettes le Bluetooth et que tu fais tout ce que tu veux, c'est quand même problématique ces élections municipales, hein, parce qu'il y a beaucoup de patinoires qui restent en suspens. Là, je lisais justement sur Dijon. Ils ont hâte de savoir qui passe parce que suivant la liste qui passera, les travaux seront votés ou pas. C'est une patinoire qui est vieillissante, qui a 50 ans. Nous, à Villard-de-Lans, on est pleinement concernés. Il y a 2 listes électorales, dont une liste où ils veulent en gros fermer toutes les animations touristiques. La patinoire serait fermée tout l'été du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Là, sur Villard, là Ah ouais, Villard-de-Lans, c'est problématique. Il y a une deuxième liste qui parlerait de mettre une DSP en place et de passer en gestion privée. Donc, ouais, mais justement, on est impact pour toutes ces patinoires justement à l'issue des élections municipales. Je crois que pour le moment, effectivement, tu as raison. Même nous, avec les élections de la Fédération française des sports de glace, on est très en attente de savoir aussi les maires qui vont peut-être être sortis, les nouveaux maires qui vont rentrer, leur politique concernant les patinoires. Donc, moi, je suis très à l'affût de tout ça parce que l'ouverture des patinoires, elles sont essentiellement dues, évidemment, à la bonne volonté des élus locaux. Donc, alors après, entre celles qui sont vieillissantes où il faut faire des travaux, effectivement, à Dijon, on va y passer faire un tour pour voir quelle va être la tendance, mais il faut attendre soit le 14 pour certains maires, soit le 22 en fonction du deuxième tour ou du premier tour. Bon, j'ai retrouvé un petit peu j'ai retrouvé là. On va envoyer ce que disait Thierry Adam sur comment son évidemment qu'il est très passionné sport. Thierry Adam, on le connaît et je pense que sur la ville d'Amiens, il doit être forcément très impliqué. Allez, écoutez ça et on revient dessus. On parlait sport, certes, le sujet est vaste, mais pour nous, le sport est une évidence et une priorité du quotidien et au quotidien. Et nous avons déjà défini une vraie politique sportive, comme par exemple un accès au sport pour tous. Bonjour, je m'appelle Thierry Adam, le sport était mon métier et mon expérience, je la mets au service de nous, les Amiénois, la liste menée par Hubert de Genlis. On ne naît pas sportif, on le devient à condition de vous ouvrir toutes les portes dès le plus jeune âge. Cela signifie plus d'animateurs sportifs et plus d'interventions dans les écoles, les centres de loisirs ou les quartiers. Leur rôle, aider nos très jeunes à découvrir et tester différentes disciplines. Il n'en manque pas. Quoi de mieux pour s'amuser, pour s'évader et même se passionner et pourquoi pas rêver. C'est notre vision du sport pour tous. Donner le goût d'en faire régulièrement, mais avec plaisir. Nous sommes là aussi pour ça. Nous voulons vivre avec notre temps. L'univers des adolescents a bien changé, à nous de nous adapter en ouvrant par exemple plus souvent, plus longtemps en soirée, nos équipements sportifs afin de répondre à leurs envies et leurs besoins. Une organisation à l'écoute des associations et des clubs qui passe par de nouveaux plannings dans des lieux totalement améliorés, rénovés et repensés. Le sport est une priorité parce que c'est capital pour votre santé et qu'il est pour tous un fabricant de bien-être et de bonheur. C'est la garantie d'une vie heureuse à Amiens, pour vous, pour nous, les Amiénois. Ma devise, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Si vous voulez une ville sportive avec une vraie politique sportive, n'oubliez pas, votez pour nous le 15 et le 22 mars prochain. Oui, ça c'est la classe quand même. Il fait ça bien, hein, notre ami Thierry Adam. Oui, c'est dommage, il n'est pas avec nous pour pouvoir. Il y a des coupures. Il y a des petites coupures. Ouais, mais quand même, on voit qu'il assure bien. Oui, c'est bien. Donc bien, voilà, si vous voulez. On va pas parler quand même du maire parce que on va pas faire de la. Hubert de Genlis, c'est là qu'il faut. Ah ça y est, tu le dis. Mais toi. je dis pourquoi, parce que si l'ambition. Il dit je fais ce que je dis. Faut citer D'accord. les autres aussi, Philippe. Non, mais on n'est pas là non plus pour faire une radio de propagande politique. Ah tiens, il arrive, Titi. Il a pas entendu ce sujet. Bonsoir, mon petit Thierry Adam. Il est en temps et en heure. Bon, ça va, mon Titi? J'ai des problèmes de technique, j'ai des réunions, je suis débordé. Bon, écoute, justement,
Pendant qu'on t'attendait, j'ai replacé On t'a mis à l'honneur. en son, on t'a mis à l'honneur. J'ai passé ta petite bande-annonce du soutien pour le maire que tu défends du côté c'est gentil, d'Amiens. merci. Et du coup, on se disait que tu es quand même très très impliqué pour le sport à Amiens. Oui, j'essaye de boucler la boucle parce que c'est des élections, donc évidemment, chacun votera ce qu'il a envie de voter dans 10 jours et puis au deuxième tour, mais effectivement, j'essaye de boucler la boucle. En fait, j'avais envie de rendre à Amiens ce qu'Amiens m'avait donné, et comme je suis de nouveau installé à Amiens, voilà, j'ai défini ma politique sportive, ça a bien plu, et ma devise, c'est je vous dis ce que je fais et je fais ce que je vous dis. Voilà, c'est bien. Je l'avais noté. Toi, j'ai noté ce petit slogan que je trouve assez réaliste de ta part. C'est un petit peu ce qu'avait dit Macron. Et Ouais, enfin bon, je crois qu'entre le premier et le deuxième mandat, il a oublié ce qu'il faisait, le gars. Mais il manquait la cravate quand même, hein, Titi, là. Hein. Ouais, moi je l'ai trouvé sport, je l'ai trouvé vachement relax, je l'ai trouvé très pro. On voit que t'as pas fait 50 000 prises, même si Alain s'est permis de dire que t'avais il y avait quand même des petites coupes. Ah, il y a des coupures, c'est pas un autre mais step. c'est volontaire, des images et tout, c'est une belle expérience. Cela dit, être candidat, alors Philippe, t'es candidat, donc c'est une expérience pour une fédération. Être candidat sur une liste comme une ville d'Amiens, c'est une grosse expérience humaine, et c'est ça qui me plaît. C'est un peu comme avec vous, c'est une belle expérience humaine qu'on vit depuis un long moment. Je sais pas si elle est toujours aussi belle, mais en tous les cas, elle est agréable, elle est amusante. Et d'ailleurs, je voulais dire, t'es un peu pessimiste parce que pour ton maire, parce que tu dis rendez-vous pour voter le 15 et le 22 mars, mais normalement, si tout va bien, il y a juste le 15. Ouais, mais c'est rare. Ouais, ça serait bien, mais bon, au départ, il y a 9 listes. Hein, Ah, quand même. Ouais, il y a 9 listes. Ouais. Bah tiens, j'ai discuté ce matin avec Joachim, peut-être le futur maire de Colomb, parce qu'on est allé faire un tour à la patinoire, donc on a fait un petit... c'est Thérèse. C'est Thérèse. Téléphone, Thérèse, téléphone. Rappelez à l'ordre. T'as pas étendu le linge. Et donc du coup, on a un petit peu discuté et il m'expliquait comment ça se passait une élection municipale par rapport au remboursement de frais, tout ça, par rapport aux listes. Ah, c'est très intéressant. Oui, alors ça se passera comme ça pour la Fédération française des sports de glace. Hein. Il n'y a pas de remboursement au-delà des 5% du chiffre atteint. Donc c'est bien dommage. En revanche, il m'expliquait surtout comment organiser un peu une élection avec du soutien financier, puisque c'est aussi important, hein. Plus tu as des finances, plus tu peux monter des projets, plus tu peux faire des campagnes aussi de communication autour de la publicité, puis de ton engagement comme candidat. Donc effectivement, faire le tour de la France aujourd'hui pour aller voir les 159 clubs, il faut le temps nécessaire, il faut de l'argent. Et donc c'est toujours intéressant de s'appuyer un petit peu sur les politiciens, de la manière dont ils font campagne. Oui, hein. Ouais, ce qui est le plus intéressant, ma grande découverte, c'est le PAP, le porte-à-porte. Vous allez chez les gens, on prend des quartiers, vous allez chez les gens, vous frappez, bonjour, j'ai pas envie de vous voir, bonjour, j'ai rien à vous dire, bonjour, je vote pour vous, bonjour, j'ai ça à vous faire remarquer, venez avec moi, je vais vous faire remarquer, et c'est super intéressant. Il t'invite à boire le café des fois, non? Mais tu sais, alors moi j'ai un avantage, ça va vous faire rire, mais j'ai un avantage, mais Philippe aurait le même, j'espère qu'il aura le même avec les clubs, c'est qu'en fait les gens vous connaissent. Donc voilà, ce qui me fait un petit peu mal, c'est moi je me rappelle quand j'étais petite avec mon grand-père, on vous regardait. Ok, boum. Mais moi aussi, ça commence à... Moi c'est ma mère, souvent c'est la photo avec ma mère, c'est pour ma mère. Moi j'y dis que c'est pour l'arrière-grand-mère, ça va. Mais tu sais, c'est un petit peu comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, hein. Cadmerade et Danny Moon, ils font du porte-à-porte, hein, mais j'espère que tu vas pas sortir comme eux quand même, hein. Non, sinon tu vas attraper froid. Parce que sinon, tu vas rouler de travers avec la mobilette là. Avec le vélo. Et on l'a reperdu. Bon, j'ai arrêté de dire que j'étais pote avec Mr. Y. Ah ouais, mais ça tout de suite t'as senti l'audimat monter, c'est ça? Bon, vous savez les garçons qu'on a les Jeux paralympiques bientôt là qui se lancent vendredi, hein, tu m'étonnes. après-demain. On va faire une émission spéciale du côté de la montagne aussi qui sera diffusée pour mardi prochain. On va mettre à l'honneur le curling de Megève, le curling des Contamines de Montjoie, le curling de Saint-Gervais, le patinage de danse sur glace de Saint-Gervais également. On va essayer de mettre tout ça un petit peu en lumière. Et puis donc les Jeux Olympiques Paralympiques qui s'ouvrent à Milan, donc du vendredi 6 mars jusqu'au 15 mars. C'est encore une bonne période pour mettre en avant nos athlètes paralympiques.
Nous, qu'est-ce qu'on a? On a du paraluge hockey. Est-ce que t'en connais un bout sur le paraluge hockey, Mister Titi? Moi non, j'ai pas regardé encore. J'avoue que j'ai pas du tout regardé. Je sais pas si l'équipe de France est qualifiée. Bah j'espère parce que alors, explique-nous Philippe, ce que c'est que le paraluge hockey. Ils sont sur des luges. Non, j'ai pas vu j'ai pas vu. Comme ça, je dirais non, mais je peux me tromper. Donc il faut qu'on voit avec Xavier parce qu'on avait eu le directeur technique d'ETN et tout ça du paraluge hockey. Il faudrait qu'on le rappelle pour savoir si effectivement l'équipe de France est sélectionnée, mais il me semblait que c'était quand même bien parti parce qu'il n'y a pas 36 000 équipes. Xavier. Je suis de retour et on l'invitera dès la semaine prochaine. Parce que on l'avait déjà eu à l'entraîne et puis il nous avait parlé que tout allait bien. J'ai même échangé avec lui parce que le para-hockey ou les Jeux Olympiques sur la glace, on n'a pas énormément de disciplines. On a aussi le curling, fauteuil. Curling fauteuil. Qu'est-ce qu'il y a? On lance la pierre avec la bouche comme la pétanque. Avec non, tu peux le lancer avec une tige. Il y a des tiges spéciales pour pouvoir lancer la pierre, mais il n'y a pas de balayage en curling fauteuil. Et la tige, elle est fixée sur le fauteuil ou comment ça se passe? Eh ben non, soit sur la main, soit sur tout dépend quel handicap, mais généralement c'est des personnes qui sont en fauteuil qui ont l'usage de leurs bras. Alors évidemment, les Paralympiques seront diffusés sur la chaîne numérique de France Télé. Vous pourrez évidemment les suivre avec beaucoup d'intérêt. Et nous aussi, on va suivre ça. Mais effectivement, en paraglace, on n'a pas grand-chose comme discipline. Et ça serait peut-être le moment de se booster pas mal pour d'ici 2030 et qu'on en ait un peu plus, non ? Ouais, c'est clair. Bon, on attaque notre point hockey parce que notre Thierry, il est timé ce soir. Donc, dans 10 minutes, il s'en va. Hein, donc, déjà. Et la Réunion. Il va où encore, Titi? Il va pas nous laisser tomber. Il nous écoute plus. L'enjeu des sports amiénois repose sur ses épaules, je vous signale. Donc, on a quand même une sacrée. J'étais au foot, c'était bon. On va directement. Je sais pas si on va dans le national, mais on y va. Donc, non, là, ce soir, c'est marrant parce que je pensais à vous. J'ai longtemps hésité. Parce que bon, la radio c'est la radio, mais on a une très belle conférence ce soir avec nos athlètes femmes sur le sport au féminin et ça m'intéresse beaucoup sur la ville d'Amiens. Excellent. Eh ben, ça bien. Tu sais quoi, tu devrais te mettre au patinage. Il y a aussi beaucoup de féminines qui pratiquent. Écoute, allez, bougez pas. Je vous envoie du patinage, viendra me voir. Je vous envoie le petit jingle et on y va pour le point hockey. iceradio.com. Le point hockey sur glace. Le point of hockey on ice. Let's go. On attaque tout de suite avec le point sur la Synerglace Ligue Magnus. Oui, on est dans le sprint final. Ça joue beaucoup parce que par rapport à la dernière émission, il y a quand même eu 19 matchs, y compris les matchs en retard. Et je l'avais dit, il y avait des matchs mardi soir. Alors en résumé, quand on regarde un tout petit peu pour que vous compreniez bien, toutes et tous, Rouen vient d'enchaîner 10 victoires consécutives. Les Dragons sont en pleine bourre au bon moment, vainqueur de la Coupe de France et grand favori pour la Ligue Magnus, en tout cas pour aller au moins jusqu'en finale de la Ligue Magnus. Ils ont notamment passé un 10-2 à Gap et ils sont venus mardi soir, je vous avais quitté pour aller au hockey, ils sont venus gagner à Amiens 7-1. À noter aussi un club dont on en a parlé mais pas plus que ça, c'est Nice qui revient en forme, Nice en milieu de classement qui vient d'enchaîner 3 victoires consécutives, même chose pour Grenoble, mais ça c'est un peu plus logique. Même chose pour Angers qui fait avec les blessés, qui revient là aussi au bon moment, en forme. Je pense qu'on a aussi parfois dans certains matchs protégé quelques joueurs qui étaient blessés. C'est la grande descente pour le dernier Gap qui en est à 4 défaites consécutives cette semaine. Ils ont joué 4 matchs, c'est beaucoup c'est vrai, mais 4 défaites consécutives. Alors pas des grosses défaites à part à Rouen, mais défaites quand même. Marseille aussi, 3 défaites dont un 2-1 en prolongation dimanche soir à Amiens. On a vu un tout petit match, mais ça a été passionnant jusqu'au bout de la nuit. Alors à noter que les Marseillais, avec Jonathan Jiquel, leur entraîneur, malheureusement ne sont venus qu'avec 15 joueurs, dont 2 moins 20 et 1 junior sur une équipe normalement de 23. Il y a énormément de blessés à Marseille. On espère en récupérer la plupart pour les playoffs. Alors les Chamonix qui viennent de changer en début de semaine d'entraîneur. Les pionniers ont viré
leur entraîneur russe, et le remplacer par son adjoint. Ça n'a pas changé grand-chose puisqu'ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives. Je vous parlais de la défaite du Satin mardi au Coliseum d'Amiens qui était archi comble face à Rouen. Ça a beaucoup sifflé, ça a beaucoup crié, et le président Jean-Luc Mention, qu'on avait reçu au Coliseum dans une autre émission sur Ice Radio, a piqué une très très grosse colère. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il a piqué une colère? Comment il a piqué une colère? Parce que c'est un à la maison, dans le derby, dans une patinoire archi-comble. C'est pas concevable dans l'état d'esprit, en tout cas, et dans la façon de jouer. Bon, il anticipe aussi un petit peu sur les quarts de finale qui arrivent, dont je vais vous parler, puisque Rouen, bien sûr, avec 10 victoires consécutives, va terminer en tête du championnat et l'équipe numéro 1 après la saison régulière. En place 2 et 3, ce sera ou Grenoble ou Angers, mais je pense que Grenoble, vu le dernier match, devrait terminer 2, Angers 3. Bordeaux va terminer 4e. En revanche, les 2 dernières journées vont servir. Il y en a une demain soir, il y en a une vendredi soir. Les 2 dernières journées vont servir à classer le 5e, pour l'instant Marseille, le 6e Nice ou le 7e Briançon. Marseille 65 points, Nice 64, Briançon 62. Amiens, c'est sûr, terminera 8e. Donc effectivement, on sait d'ores et déjà qu'on aura un quart de finale, le derby de la Plaine entre Rouen et Amiens. Rouen sera évidemment largement favori. On connaît les 4 derniers, ceux qui vont disputer les play-downs. Cergy-Pontoise à 43 points, Anglette 42, Chamonix, où rien ne va plus, 41, et Gap a donc 38 points. Ce sera serré pour ne pas terminer dernier. Le dernier risque de descendre, on le sait, en D2. Demain mercredi, avant-dernière journée avec un choc, Rouen reçoit Angers. Et puis un autre match intéressant, Briançon-Bordeaux. Match de milieu de classement, Nice reçoit Amiens. Marseille reçoit Gap, et en bas de classement on aura un très intéressant Anglette Chamonix qui vaudra cher. Et puis dernier match, ce sera Cergy contre Grenoble, la dernière journée de la saison régulière, 44e match de championnat. On a quasiment tout suivi sur Ice Radio. Ce sera vendredi soir à 20h30, messieurs. Dis-moi Titi, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu trouves c'est bien d'avoir qu'une seule équipe à la fin de la Magnus qui descend en D2, ou est-ce qu'on pourrait pas avoir 2 équipes pour laisser la place à deux jeunes équipes de D1 de grimper? Après, c'est le budget. D'accord. On pourrait philosopher. Ça n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, on va dire que c'est bien comme ça. D'abord parce que ça condamne qu'une seule équipe qui est habituée à jouer en Senior Glass League Magnus. Et on sait que ça n'est pas facile d'être parmi les 12 meilleures équipes de France. C'est surtout qu'il y a peu de candidats. Rappelez-vous, pendant très longtemps, quelques années, il n'y avait pas de candidats du tout. Cette année, au début, il y avait 3 candidats en D1 pour monter en Senior Glass League Magnus. On en a plus que 2, Tours et Dunkerque, à condition bien sûr qu'ils soient sacrés champions de France de D1. Donc 1, c'est bien. Voilà, 2, ce serait, je pense qu'on aurait, si déjà on trouve un club de D1 champion qui accepte de monter et qui peut monter en Magnus, ce sera plutôt pas mal. Ouais, c'était le cas il y avait Épinal aussi qui était en lice. Épinal avait été non, c'est non, Épinal attend encore un peu parce que leur patinoire est un peu petite, et donc budgétairement c'est un peu compliqué. Cette année on avait Dunkerque, on a Tours, et le 3e candidat c'était Caen, mais financièrement ils n'ont pas eu les garanties, donc ils ne sont plus candidats. Oui, puis eux c'est pareil au niveau de leur structure de gradin, c'est une bonne tribune, mais c'est pas assez pour une Magnus en fait, parce que il y a quoi, il y a un cahier des charges très précis au niveau du nombre de spectateurs. Il y a un cahier des charges, oui, alors qu'il n'y a pas d'imposition, mais évidemment tout est regardé. Puis le public, c'est aussi des rentrées financières. Il y a surtout une étude du financement, de la masse salariale, des frais de déplacement, de voir si le club est capable de rentrer dans les clous. Et c'est pas si simple que ça. Les 2 seuls clubs aujourd'hui qui sont le seul club dont j'ai la certitude qu'ils ont tout pour réussir une patinoire de 2000 personnes, c'est Dunkerque. Mais sportivement, c'est pas terrible. Ouais, déjà il faut pouvoir réunir toutes les conditions. Tu as dit tout à l'heure, il y aura un match Rouen-Amiens. Et nous, on devait pas aller faire un match, on devait pas aller faire une émission aussi durant peut-être ce match. C'est quand? À partir de mardi, les gars. Au meilleur des 4 matchs. Donc il faut se dépêcher. Ça va vite. C'est mardi prochain. Alors il y aura sans doute le mardi d'après, le 17 ou 18 de mémoire. Voilà, c'est cette date-là qu'il faut se caler pour aller à Amiens.
Tu seras là, toi, à Amiens non, à Rouen. De tête, j'ai pas le calendrier, mais j'ai pas le calendrier de tête, mais on joue mardi, vendredi, samedi, mardi. On va se caler. Mais si on allait à Rouen, tu serais partant, tu serais là ou pas? Oui, à Rouen, je Il viens. est toujours partant. C'est la porte c'est la porte à côté d'Amiens. Voilà, ça serait mieux si on allait à Amiens. Mais à Rouen, je sais qu'on est attendu. C'est pour ça que je. Ouais, mais je on est privilégie. chargé là dans les semaines qui viennent. Ah là. oui, Faut mais on est voir tout le si temps on chargé. Le passe. Mais voyage forme la jeunesse. Allez Titi, on enchaîne avec la fin de la saison régulière en D1. Oui, alors il y avait des matchs en retard. Épinal est allé gagner, justement à Tours, 3-1. Samedi prochain, ce sera donc la journée samedi dernier, c'était la journée 29. 4 victoires à l'extérieur, notamment Nantes à Épinal, petite surprise. Villard-de-Lans est allé gagner à Neuilly, ça fait plaisir évidemment à Xavier, 2-1 après prolongation. Valenciennes a battu Dunkerque dans le derby du Nord, grosse sensation. Et puis Tours est allé gagner chez le promu Lyon, qui est toujours un petit peu sur courant alternatif. À noter aussi la victoire de Caen sur un score de foot 1-0 contre Chambéry. Et puis blanchissage aussi, donc ça veut dire que l'adversaire n'a pas marqué de but, puisque le Mont-Blanc a été battu 4-0. On connaît donc les 4 derniers. Alors, pour l'instant, la conclusion avant la dernière journée, c'est qu'on connaît les 4 derniers qui vont donc disputer les play-downs pour descendre en D3. Et là, on y va. L'ascenseur est plus rapide que pour aller en Magnus. La D2 monte en général en D1. Il y a moins de contraintes. Alors, a priori, si on regarde le classement, c'est un peu promis au Hockey Club Méribel, Courchevel, Pralognan. Enfin, c'est dans l'autre sens. Qui jouera ce soir. Tiens, un match en retard contre Lyon, le promu. Les 4 derniers, c'est Nantes, Villard-de-Lans, Meudon et donc le HCMP. Le numéro 1 de la saison, ce sera ou Cholet ou Caen. Strasbourg terminera 3e, Tours sans doute 4e. Alors après, en ce qui concerne, vous savez qu'on commence par ce qu'on appelle les 8e de finale, le 5e contre le 12e, le 6e contre le 11e, etc. Et la dernière journée de samedi sera capitale parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre tous ces clubs pour définir l'ordre et les matchs, puisque je vous rappelle, ces 8e de finale, comme les quarts de finale, comme les demi-finales et comme la finale, se joue au meilleur des 3 matchs. Il faut donc 2 victoires. Le moins bien classé joue le premier match chez lui et le mieux classé joue le match 2 et le match 3 chez lui, avec un enchaînement samedi et dimanche. Alors la dernière journée, tiens, je vous la donne avec quelques gros matchs. Mont-Blanc-Épinal samedi soir, Dunkerque-Morzine, Tours-Chambéry, Caen-Strasbourg, et puis on aura un derby parisien si ça vous intéresse, Meudon contre Neuilly-sur-Marne. Et on termine le tour des championnats avec la D2, les playoffs. Non, c'est pas la fin, puisqu'on a encore la D3. On commence par la D2 puisque c'est les playoffs. Alors, à noter que La Roche-sur-Yon est allé gagner à Mulhouse 6-1. Vaujany, Grenoble s'est imposé. Reims s'est imposé. Valence s'est imposé. Clermont a battu. Alors ça, c'est une des grosses surprises de ces playoffs. Clermont-Ferrand a battu. Ça fait plaisir à Xavier. Bien, avec Xavier, c'était week-end face. Clermont-Ferrand a battu Brest, un des favoris pour le retour en D1 qui vient de descendre de D1. A gagné 4-3, ça c'est vraiment la surprise. Victoire d'Annecy, victoire de Rouen, c'est dans le premier match. Et puis alors l'autre surprise, vous vous rappelez qu'on parlait souvent de Montpellier qui a été toujours leader du groupe B. Eh bien Montpellier a été battu à Paris chez les Français volants 4-3, c'est la deuxième grosse surprise. Les deuxièmes matchs et donc samedi, gros avantage bien sûr à ceux qui ont gagné à l'extérieur le premier match, qui vont recevoir, c'est La Roche-sur-Yon, Valence, Annecy et Rouen, qui semblent partis pour aller en quart de finale. Les autres matchs, eh bien, le deuxième match sera serré avec des matchs à Châlons, Toulouse, Brest et Montpellier. Et si besoin est, quand on est à une victoire chacun, eh bien, on dispute la belle et ce sera dimanche prochain. Donc, mardi, on sera en mesure de vous donner les quarts de finale de la D2. Et du côté de la D3,
Bon, alors la Détroit, il reste 2 journées. Tout le monde, c'est un énorme championnat. Il y a quasiment 30 équipes, mais on joue que la moitié des matchs. Pour l'instant, le leader s'appelle Poitiers. C'est une des bonnes surprises, mais Poitiers a beaucoup de joueurs qui viennent d'Angers notamment. Wascal, qui a des joueurs qui viennent de Dunkerque, est deuxième avec 41 points. Et la deuxième équipe de Caen est troisième. En bas de classement, on retrouve le Hockey Club Courchevel, Méribel, Praloyan. Comme quoi, l'équipe numéro 2 est dernière comme l'équipe numéro 1 avec 0 points. Ils ont disputé 14 matchs, 14 défaites. Rennes a 1 point et l'équipe de Toulouse a 2 points. Très bien. Alors, un petit retour. Comment ça se passe après les JO pour nos hockeyeurs? Ils ont repris le championnat. Le train-train. Ils ont oublié les Jeux Pas de Olympiques. vacances. Pas de vacances pour eux. Ça n'a pas été facile, j'imagine, en NHL, parce que ça a bien branché entre Canadiens et Américains, et le public s'en est mêlé, mais bon, ça a donné des matchs intéressants. Puis voilà, tout le monde a repris son championnat. Ils sont payés par les clubs, donc pas de souci. En NHL, on notera 1 point pour Alexandre Tessier, qui a repris le championnat avec les Canadiens de Montréal, qui ont été battus après prolongation 4-3 face aux New York Islanders. En KHL, retour gagnant pour Stéphane Dacosta. 2 victoires, il a battu Shanghai et Omsk, 4-1, 5-1. Il a marqué son 39e point, l'addition des assistances et des buts. Et donc son club d'Ekaterinbourg est 4e de sa poule. Ça marche bien en Finlande où on a 5 internationaux, notamment Louis Boudon qui nous avait marqué 2 très beaux buts contre la République tchèque, qui continue de briller. Dylan Fabre, lui aussi, qui avait été longtemps absent à cause d'un souci à la main, a marqué dès son retour un but. Il en est à 20 points, ce qui veut dire qu'il lui reste 7 matchs pour battre son record en Finlande qui était de 25 points. Hugo Gallet, le défenseur des Bleus, est revenu avec 2 passes décisives. Et puis à noter un petit transfert en Finlande, Justin Adamo, titulaire en équipe de France, qui vient donc de rejoindre le club de Tampere, le leader de ce championnat de Finlande. En Suisse, les 4 Français ont joué avec le dernier Ajoie, notamment Antoine Keller, notre gardien, qui est rentré au bout de 20 minutes parce que ça allait pas fort pour le gardien d'Ajoie, titulaire à ce moment-là. Mais ils ont perdu 2-1 contre Zurich. Ce sont les seuls Français à avoir joué en première division suisse. En deuxième division, un de nos 3 gardiens, Martin Eckhart, a joué en D2 suisse. Il a gagné 5-1 contre Holton. Les playoffs viennent de commencer et l'équipe de Martin Eckhart a été battue 5-1 par La Chaux-de-Fonds. Match retour vendredi prochain. À noter que Julien Junca joue toujours dans les buts avec Trensin, puisqu'on parle des gardiens des Bleus, mais il a perdu. Ils vont donc jouer sans doute les play-downs pour ne pas descendre en deuxième division de la République tchèque. En Autriche, Johanno Vitu, notre défenseur, a été très bon ces 2 matchs cette semaine, j'allais dire, avec une assistance. Il va jouer un match décisif pour les playoffs contre les Hongrois de Ferencváros. Et puis Kevin Spinozzi, qui avait quitté les États-Unis pour rejoindre le Danemark et Esbjerg, a gagné cette semaine, ce week-end, 7-1. Il a marqué un 3e point. Voilà pour les étrangers. Nos étrangers qu'on suit bien sûr tous les mardis. Et on termine avec une date à noter super importante. 10 mai prochain, on en avait déjà parlé avec Philippe et Xavier. Avant les championnats du monde, l'équipe de France au grand complet jouera donc contre le finaliste des Jeux Olympiques, le Canada. Alors, je vais pas vous tromper sur la marchandise. Bien sûr, on n'aura pas beaucoup de joueurs de NHL. Il y en aura quand même quelques-uns. Ce sera une équipe du Canada un peu différente, mais le Canada reste le Canada. C'est le 10 mai et c'est 14h30, je crois, de mémoire, à l'Accor Arena. On ira peut-être faire une émission là-bas. Qui sait? Bon, disons, l'actualité est chargée à chaque fois avec le hockey sur glace. Alors, c'est vrai. on va accueillir tout de suite parce qu'on a pris un petit peu de retard. C'est bon, c'est fini pour vous, messieurs, ou pas? Parce que sinon, on retourne prendre un café avec Alain. Le sprint final est lancé pour les élections. Bon, par contre, j'ai des petits soucis avec Anne-Fleur Valette qui devait se connecter avec nous. On a Lucas de Fayet qui est dans le studio. Peut-être qu'on va enchaîner avec Lucas et puis Lucas. On va régler les problèmes avec Anne-Fleur. J'ai son numéro de téléphone, on pourra la joindre directement par téléphone en enchaînant. Eh bien voilà, l'invité number 1 il arrive, je le mets. Hop là.
iceradio.com. L'invité number one du jour. L'invité number one du jour, on inverse le numéro, mais c'est pas bien grave, l'important c'est d'être invité. C'est Lucas Defayet qui est avec nous, un champion de skeleton. On va dire, on dit skeletonneur ou pas? Ça y est, dès qu'on l'accueille dans le studio, il disparaît le gars. Je crois qu'ils ont tous les deux un problème de micro, alors je sais pas si c'est de leur part ou de la nôtre, mais en tout cas ils ont tous les deux un problème de micro, donc on va essayer de résoudre ça rapidement. Est-ce que vous voulez que je fasse un point sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure? Attends, il revient alors, donc s'il est là, Lucas, bonsoir Lucas. Il revient. Salut. On l'entend. On l'entend. J'espère que c'est pas trop assuré. Vas-y, parle-nous. On espère que tout va bien de ton côté au niveau de la connexion. Bonjour tout le monde, oui, ça se passe bien. Ça y est. Je vous entends bien en tout cas. C'est parfait. Alors, Lucas, on voulait parler un petit peu avec toi parce que tu as fait parler de toi et du skeleton, puisque tu es skeletonneur, on dit comme ça? Bah oui. Ouais, skeletonneur, ouais. Bon, et pour une fille, on dit une skelettonneuse? Skelettonneuse, ouais. Bon. Te regarde pas, Philippe. Bah si, j'apprends. Je suis en train de me déconstruire. Alors excuse-moi, il faut que j'apprenne à parler maintenant pour tout le monde. Ouais, alors donc on va revenir un petit peu après sur les Jeux Olympiques, mais surtout ce que c'est l'info la plus importante pour nous, c'est qu'aujourd'hui tu es supporté, tu es sponsorisé par le Stade Rennais. Le football vient à ton aide. Comment tu es pris et comment en fait ça s'est organisé cette prise en charge? Bah en fait ça s'est fait un peu naturellement suite surtout à mon interview du coup sur France Télé après ma compète du coup où je me réjouissais de la victoire du Stade Rennais contre Paris. Du coup je crois que ça a un peu touché le président, le propriétaire du Stade Rennais aussi. Donc en fait ils m'ont appelé quoi une semaine après les Jeux pour me proposer un soutien. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et puis c'est pas moi qui les ai démarchés, donc voilà, très bonne surprise. Du coup, si c'est pas toi qui les as démarchés, t'as pu augmenter la demande? Il est malin, Lucas, quand même. Non. Déjà je trouve, pour moi, c'est mon club de cœur aussi, donc c'est très content de pouvoir avoir ce sponsor. Bon, et du coup, sur une année de skeleton, comment ça se passe, la préparation, les moyens financiers qui sont mis à ta disposition si tu en as, et donc est-ce que la recherche elle a été surtout financière? Du coup, on a toute la partie estivale où là c'est la partie du coup préparation physique. C'est moi qui prends en charge l'intégralité des coûts lors de la préparation physique. Et ensuite l'hiver, lorsque je suis en Coupe du Monde, donc c'est la Fédé qui prend en charge les déplacements. C'est combien de rendez-vous en Coupe du Monde? Cette année c'était 7 semaines en Coupe du Monde. 7 semaines. C'est-à-dire, elles s'enchaînent à l'autre bout de la planète à chaque fois, ou c'est beaucoup en Europe? Ouais, non, cette année c'est resté en Europe, donc ça allait. Moi par contre j'ai fait le choix d'aller aux États-Unis, donc sur les coupes nord-américaines, et donc ça c'est moi qui ai dû financer du coup une grosse partie de ces dépenses-là. Parce que si c'est une décision qui vient de ta part, parce que ça va pas avec ton organisation ou ta programmation pour que tu te sentes en forme, en fait la DTN prend pas en charge. C'était l'accord que j'avais avec la fédération. Donc lorsque je suis en Coupe du Monde, c'est pris en charge, et lorsque je fais des coupes d'Europe ou des coupes nord-américaines, ils m'aident, mais un tout petit peu moins. Donc j'ai quand même une grosse partie à prendre en charge. Donc cet hiver, ouais, j'ai dépensé un peu plus que les autres hivers, mais voilà, au final. Tu t'es mis plus de moyens. Tu dis j'ai besoin de plus de moyens parce que ce sont les Jeux Olympiques. Donc ça représente quoi, une enveloppe financière pour un gars comme toi pour préparer bien les Jeux? Là, par exemple, cette année, donc vraiment juste pour, on va dire, décrocher la qualification, c'était entre 35 et 40 000 euros. Par contre, pour 2030, je suis en train de monter un projet, et oui, ça double le budget parce que
je suis en pourparlers avec les Anglais pour faire une coopération. Donc ça fait déjà monter énormément le budget. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à la recherche aussi de sponsors pour financer cette coopération-là. Mais pourquoi les Anglais seraient meilleurs? Ils ont pas de piste ils ont pas de piste de bob là-bas. C'est Tu penses que tu as plus facilement de l'argent à aller chercher avec des anglo-saxons que d'autres pays européens? Mais en fait, je me dis que quand même l'essentiel, c'est aussi que vous puissiez vous entraîner et utiliser une piste de descente le plus souvent possible pour être en forme. En fait, le but de faire une coopération avec l'équipe anglaise, c'est que c'est actuellement les meilleurs au monde. C'est double champion olympique. Et en fait, c'est juste la structure qui est différente que chez nous. Donc, c'est ça, c'est toute la partie développement, matériel, coaching. Tout est beaucoup mieux développé que chez nous, donc c'est pour ça que leur système. Mais ils s'entraînent où ces Anglais? Parce qu'ils ont pas, à ma connaissance, ils ont pas de piste de bob en Angleterre. Non, mais justement, c'est ce qui fait aussi leur force, c'est qu'en fait, ils peuvent s'entraîner sur toutes les pistes du monde. Donc, ils ont le budget pour. C'est vrai que c'est assez cher, mais du coup, ils passent énormément de temps sur les pistes étrangères. Donc, en fait, dès qu'ils arrivent en compétition, ils sont prêts. Et voilà, ils sont très très forts. Et puis, ils ont les moyens de payer ces fameuses locations d'or de glace pour descendre. J'ai une question de la part de Mr. Y et peut-être Xavier aussi. Vas-y, oui, Mr. Y. Oui, Lucas. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi d'avoir la tête en avant plutôt que la tête en arrière, puisque pour les auditeurs qui connaissent pas la différence entre donc la luge et le skeleton, pour pas avoir les pieds devant. La luge, on a les pieds devant, et le skeleton, on a la tête, et ça fait d'ailleurs beaucoup plus peur quand on parle de ça aux gens qui connaissent pas. Est-ce que c'est vraiment plus impressionnant de s'élancer avec la tête en bas, et pourquoi tu as choisi ça? Comment ça s'est fait? Alors du coup, moi j'ai commencé avec la luge, donc les pieds devant à l'âge de 9 ans. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc c'était vraiment un loisir pour m'amuser pendant les vacances scolaires. Et puis après, à 14 ans, j'ai fait une initiation skeleton, donc à la plagne. J'ai tout de suite accroché, j'ai bien aimé ça. Donc pareil, c'est beaucoup plus facile aussi d'évoluer en skeleton qu'en luge. Donc pourquoi? Les sensations... Comment? Pourquoi c'est plus facile? Parce que la luge, c'est vraiment beaucoup plus dans les détails. Il faut vraiment être beaucoup plus précis. Et en skeleton, on se laisse glisser. C'est un peu plus freestyle en fait. Ça passe. Il y a moins de risques de chute. Du coup, c'est quand même moins dangereux aussi que la luge. Et le fait d'avoir la tête devant. Pourquoi c'est moins dangereux que la luge? Parce qu'effectivement, on se dit c'est peut-être plus impressionnant de voir du skeleton descendre que de la luge. Parce qu'on va dire que 100% des gens ont pu à un moment donné faire de la luge chez eux, même si quand on est gamin, on dit on va essayer la tête en avant. Et puis tu as la tête qui touche en premier si jamais il y a un choc. C'est assez rare qu'on touche la tête. C'est avant tout les épaules, parce que c'est rare de foncer directement tout droit dans un mur. On touche toujours le mur parallèle. Donc en fait la tête, elle touche presque jamais les murs. Et en luge, en fait, on a un centre de gravité un peu plus haut qu'en skeleton. Donc en fait, c'est pour ça que c'est beaucoup plus instable en luge qu'en skeleton. C'est dommage. Dans quelle discipline il y a le plus de concurrence? Comment? Dans quelle discipline y a-t-il le plus de concurrence? C'est pareil, au niveau international, c'est pareil. De toute façon, c'est les Allemands qui dominent. Donc voilà, le but, que ce soit en bob, luge ou skeleton, c'est de battre les Allemands. Donc c'est dommage que tu sois pas foutu comme une tortue, parce que tu pourrais rentrer la tête et hop, ça serait nickel. Mais il verrait plus où il va. Mais il pourrait pas courir assez vite, parce qu'on dit que les courses les courses de BLS, tu gagnes la course souvent sur la poussée. Est-ce que chez vous c'est exactement pareil qu'en bob? Parce que est-ce qu'il y a quand même une notion de pilotage qui compte quand même? Il est en train de te demander si t'as des cuisses, quoi. Du coup, à chaque fois, on dit que c'est un tiers du coup la poussée, un tiers le matériel et un tiers la trajectoire. Alors toi, te concernant, tu t'estimes tes pourcentages réguliers comment? Est-ce que t'es dans le tiers 33 ou il y a des défaillances quelque part? C'est vraiment le tiers, c'est vraiment la base. Maintenant, ça a un peu changé, ça a un peu évolué. Du coup, le matériel, on va dire, c'est 50% de la performance. Donc moi, je suis pas du tout à ces 50% là.
C'est d'ailleurs pour ça que je veux faire la coopération avec les Anglais pour aussi accéder à du nouveau matériel. Ta luge là, enfin on appelle ça toujours une luge. Skeleton, oui. Elle est pareille que la luge ou c'est deux profils différents? C'est complètement différent. D'accord. C'est vraiment deux engins complètement différents. Ça coûte combien demain par exemple ta luge aujourd'hui elle coûte combien et la luge des Anglais allemands si on peut l'estimer? Alors moi mon Skeleton ça coûte 10 000 euros. Et le Skeleton des Allemands, je peux pas l'acheter parce que c'est eux qui le développent, c'est leur propre Skeleton. Donc en fait, on n'a aucun moyen de les acheter. C'est pareil avec les Anglais. Moi, j'aurais pas les moyens non plus. Enfin, il y a même pas de prix, c'est même pas possible d'acheter leur Skeleton. Mais on sait pas, on n'a pas une valeur d'estimation parce que si on veut demain te trouver du pognon pour acheter un meilleur Skeleton, combien il faudrait mettre? Alors, toi, t'as mis 10 000 et il faudrait mettre combien pour gagner 5 places au Skeleton? Je peux pas, on peut même pas les acheter en fait. Il y a même pas de prix, c'est des contrats. C'est des prototypes. Tu l'as fabriqué où toi ton Skeleton? Il a été construit où et qui t'a aidé pour ça? C'est un Skeleton qui est fabriqué en Allemagne, mais c'est un revendeur, on va dire classique. C'est tout le monde à peu près utilise, enfin tout le monde en Coupe d'Europe ou Coupe d'Amérique utilise ce matériel-là. Et après en Coupe du Monde, chaque nation du coup développe son propre matériel et ça c'est vraiment très fermé. Moi j'y ai pas du tout accès. Et les Anglais, ils ont eu leur Skeleton où pareil, chez le même revendeur. Avec un Autrichien, ouais. Et il est vraiment sous contrat et c'est vraiment très fermé, et impossible à oui, avoir. c'est comme les écuries de Formule 1. J'imagine qu'il y a de l'espionnage industriel qui est complètement, qui est complètement fermé en fait. Personne veut donner son petit secret. Mais toi, alors, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? C'est un Skeleton plus élaboré, si je comprends bien. Si on peut t'aider. C'est ça, du coup le but c'est d'acheter un Skeleton un peu plus déjà plus récent parce que le mien il a 4 ans et du coup le but c'est aussi de progresser physiquement donc avec un nouveau préparateur physique et donc progresser sur la poussée donc qui me permettra de gagner du temps aussi. On va te mettre dans les mains de Monsieur Deschaux, tu vas voir, tu vas en chier mais tu seras peut-être meilleur. Tu cours vite, tu viens de quel sport à la base? À la base, moi, j'ai joué au foot, donc vraiment rien à voir. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur le sprint et la musculation, mais il manque un dixième pour rivaliser avec le top 10 mondial. On te verra en 2030, tu as des chances de te qualifier? Alors oui, en 2030, déjà nous on a un spot parce que c'est le pays organisateur. Donc il y aura moins de stress pour être qualifié déjà. Quand même, oui, voilà, j'aurais pas trop de stress pour me qualifier, mais le but, c'est pas de se qualifier, c'est de faire une belle performance, donc de se rapprocher du top 6 en 2030. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye d'investir un maximum là sur les 4 prochaines années pour réussir du mieux possible en 2030. Bon là, t'as terminé 19e, c'est ça, aux Jeux Olympiques. C'est une bonne ou une mauvaise perf pour toi? Non, j'étais un peu déçu parce que mon objectif c'était de me rapprocher du top 15. Bon, après au jeu 15e ou 19e au final, ça change rien, c'est pareil, mais voilà, enfin mon objectif perso c'était de me rapprocher du top 15. Donc voilà, j'ai quand même une dizaine, même une douzaine de places à gagner pour 2030. Et parle-nous de l'ambiance un petit peu de ces jeux. Et on n'a pas eu la chance d'y aller, nous on a fait des émissions, mais depuis un studio. Comment c'était ton expérience olympique? Du coup, personnellement, mon expérience c'était un peu... Je sais pas, j'ai pas trop apprécié ou j'ai pas profité parce que les entraînements ça se passait pas comme je voulais, donc j'étais vraiment très stressé aussi. Pourquoi? C'était mes premiers jeux. Pourquoi ça se passait pas bien? Mes sensations sur le Skeleton, je glissais pas bien, je descendais pas bien non plus, donc je me posais plein de questions au niveau du réglage, je savais pas du tout quoi faire, donc j'étais un peu perdu. Et t'as un coach quand même, t'as un préparateur matériel qui te suit, comment? T'as rien, t'es tout seul en fait. Non, là j'étais tout seul là. Bon, écoute, sache que si, tu sais que je me présente à la fédération, alors on discute pas mal avec Alain Martinet, que tu dois connaître. Oui. Moi, toute cette discipline du BLS, elle est assez complexe et elle est tellement, on peut tellement progresser si on vient vous aider correctement par rapport au matériel, comme tu le disais, et financièrement, c'est qu'une question de finance aujourd'hui, un peu quand même. Et puis après, plus de moyens physiques et humains
pour vous accompagner, parce que si je comprends bien aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du bilan du BLS par exemple aujourd'hui, sans te mettre en porte-à-faux avec ta DTN, parce que je sais qu'en ce moment c'est un peu tendu, mais parce qu'on dit que oui, on a une belle médaille d'or avec nos danseurs. Mais quelque part, le bilan glace où on peut récupérer, grâce à vos disciplines et celle du short track, une 50aine de médailles, une médaille sur 50, moi je trouve comme ça pas super, et ça n'a rien à voir avec les athlètes. Quand on t'écoute parler, on voit bien qu'il y a quand même un... Ça n'a rien à voir avec le biathlon, tu veux dire? Oui, mais non, mais pour 2030, il y a un objectif à atteindre. Déjà, les Italiens ont bien réussi à tripler leur nombre de médailles par rapport à l'Olympiade de 2022. Mais nous, on doit, d'ici 2030, on doit mettre le paquet sur toutes ces disciplines-là, quoi. Après, moi, je peux pas faire de bilan sur les autres disciplines. Enfin, chacun fait son bilan de son côté. Moi, je fais mon bilan pour moi personnellement. Je sais ce qui manquait. Enfin, c'était des moyens, c'était des coachs, un staff, un mécanicien, tout. Donc, moi, je pouvais pas rivaliser. Avec le top, même le top 13. Ça aurait été très, très, très compliqué. Donc voilà, ça c'est mon bilan à moi. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire le maximum pour avoir tout ce staff pour 2030. Vous êtes combien de skeletonneurs et skeletonneuses en France aujourd'hui ? Là, du coup, il y a moi en Coupe du Monde, et puis il y a Maxime Minjon, le fils de Bruno Minjon, en Coupe d'Europe. Et après, sinon, il n'y a pas de filles, on a 0 filles. Et pourquoi ? Tu sais ou pas ? Je sais pas. Parce qu'en fait, je pense que pour vous faire progresser, là, c'est le sportif qui parle. C'est peut-être, est-ce qu'il faut pas plus de concurrence à la française aussi, pour déjà avoir peut-être un choix plus important, plus large, avoir aussi, quand on dit une équipe de France, c'est pas un ou une. C'est un ensemble d'athlètes qui doivent débarquer. Demain, tu débarques à La Plagne, c'est l'équipe de France. Vous êtes 40 et pas 3-4 qui se bagarrent entre vous. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut optimiser aujourd'hui le maximum d'athlètes pour qu'on puisse avoir aussi un peu le choix du meilleur, et le meilleur va tirer les autres vers le haut. Mais après, le problème, c'est qu'on n'a pas non plus de matériel. Donc, ça veut dire que un débutant va débarquer à La Plagne. On aura du mal à lui fournir du matériel pour qu'il puisse descendre. Et ensuite, s'il veut commencer à faire des compétitions, il sera obligé d'acheter son propre skeleton, donc à sortir 10 000 € dès sa première saison. Donc ça peut refroidir beaucoup de monde. Il faut pouvoir avoir quelques skeletons d'avance, c'est-à-dire qu'il faut les acheter. C'est comme le paraluge hockey. Une luge, ça coûte peut-être entre 3 et 5 000 €. Si on n'en a pas d'avance, on peut pas mettre les gens à faire du paraluge hockey. Donc je pense que c'est un petit peu pareil chez vous. On fait plus facilement des descentes de bob à 4 grand public, mais ça décompte pas forcément sur des gens qui ont envie de se mettre au bob. Non. Et on peut faire ton sport jusqu'à quel âge ? Il n'y a pas vraiment d'âge. Là, celui qui a fait 3e médaille de bronze, il devait avoir 38 ans. Donc, il faut courir quand même. Xavier, tu as une question pour notre ami Lucas ? Oui, j'ai une question. Tu parlais tout à l'heure que ton objectif pour 2030, c'était la 6e place. Qu'est-ce qui t'empêche... Non, attends, je rectifie. Moi, si je suis à la Fédé, son objectif, ça va devenir d'être 3e, au minimum. Non, mais c'est ça. Donc, ma question, c'était qu'est-ce qui on est dans le meilleur des mondes, on a des partenaires, et tu t'entraînes, tu te consacres à ça pendant 4 ans. Qu'est-ce qui t'empêcherait de terminer sur un podium olympique en France ? Pourquoi est-ce que tu nous annonces une 6e place si on avait dans le meilleur des mondes la possibilité de développer un skeleton et d'avoir tout ce dont tu as besoin pour performer sur un podium olympique? J'annonce pas une 6e place, j'annonce un top 6, donc c'est 6e ou mieux. Et ce qui peut manquer pour une médaille, en fait, c'est que nous en France, on a rien du tout. Enfin, on n'a jamais développé ce sport-là. En Allemagne, en Lettonie, en Angleterre, ça fait 20 ans qu'ils développent dans le skeleton. Donc en fait, on a déjà 20 ans de retard. Donc comment en 4 ans on peut rattraper ce retard-là? C'est presque impossible. En tout cas, en skeleton, je vois pas comment on peut faire. Donc voilà, c'est ça la plus grosse différence. Est-ce qu'avec ta collaboration avec les Anglais te permettra d'avoir un meilleur skeleton ou pas?
ça me permettra d'avoir un meilleur skeleton, mais pas aussi bien que le leur, parce que le leur, en fait, ils ont pas le droit de me le vendre. Donc, c'est toujours, en fait, on est toujours bloqué comme ça. Bon, Lucas, moi, je connais un ferrailleur, j'ai un bon fer à souder. Si tu veux, on peut s'y coller tous ensemble. Mais toi, aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as au skeleton, mais je parlerai la même chose pour le bob ou la luge, est-ce que, avec l'expérience que vous avez, vous seriez en mesure d'être des ingénieurs pour la création, évidemment accompagnés d'une société qui est demain on va voir Dassault par exemple, est-ce que vous seriez en mesure, vous, en tant qu'athlète, de concevoir votre propre skeleton pour qu'il soit plus performant en fonction de ce que tu vois, même s'ils n'ont pas le droit de te donner la recette, tu observes quand même la qualité des bobs allemands, non? Ou des skeletons allemands. Oui, en fait, le principal but, c'est de réduire au maximum les vibrations. Et ça, je pense que pour des ingénieurs de chez Dassault ou même de chez Alpine, c'est quelque chose de super facile à faire. Parce qu'ils connaissent, c'est surtout au niveau des matériaux. Donc, eux, ils connaissent beaucoup plus que moi là-dessus. Et je pense qu'il y a moyen de développer quelque chose d'intéressant. Et ça passe en soufflerie, tout ça, je suppose. Oui, du coup, on a fait des tests déjà en soufflerie. Le matériel en lui-même, ça change rien. C'est vraiment ma position à moi qui change au niveau de la soufflerie. Ok. Bon, en tout cas, on va avoir le temps on va avoir le temps. 4 ans, ça passe très vite, hein. Mais en tous les cas, j'espère que je serai élu si je peux, parce que vous faites partie pas de mes priorités, parce qu'on fait attention à toutes les disciplines, mais vous, les vôtres, on peut les développer un petit peu mieux si on vous accompagne plus financièrement. En tout cas, c'était un échange intéressant avec Lucas, parce qu'on a appris des choses et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de discuter avec des membres du BLS. Bah oui, on a souvent le bob, on a eu le bob, mais le skeleton très rarement. En tous les cas, on félicite le club rennais de football qui va t'accompagner sur certaines étapes de la Coupe du Monde. On va te souhaiter un bon entraînement. Si tu dois te faire greffer des muscles de rugbyman pour courir plus vite, bah tu nous appelles. On a des bons chirurgiens aussi, on connaît. Oui, alors il peut un peu de protéines, de créatine, ouais. Voilà. Et puis... Je prends déjà, ouais. Bon, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lucas. Tu restes avec nous si tu as du temps. Sinon, on te laisse partir à tes occupations principale, et puis bon courage d'ici là, et on se reparlera certainement hors antenne pour faire un petit point sur le skeleton et le BLS en particulier. Allez, bonne soirée à toi, et nous on va faire la petite coupure d'émission et on va accueillir d'une minute à l'autre Nicolas Paysan qui c'est président du club du ROC Rouen Olympique Club pour le patinage synchronisé. Ça va être tout de suite, on revient dans quelques instants. 18h20, Candelo et les givrés. On revient dans un instant. Envie de se dépasser, de se ressourcer, envie de retrouver son équipe, de faire le plein d'énergie, envie de se défouler, de retrouver la forme, de remouiller le maillot, envie de revivre des émotions, envie de sport. À tout moment, écoutez Ice Radio sur iceradio.com et sur l'application Ice Radio. Disponible sur Android et iOS. Candeloro et les givrés, 18h-20h, iceradio.com. Candelo et les givrés, c'est toujours sur iceradio.com, 18h, 20h, comme chaque mardi. Il est 19h, un peu passé, 19h03 même. J'espère que vous êtes de tout cœur avec nous. On va accueillir d'une minute à l'autre donc Nicolas Paysan qui est déjà avec nous dans le studio. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Bon, content de te revoir. On s'était croisés du côté de Caen il y a quelques semaines à l'occasion d'une compétition de patinage synchronisé. Alors je sais pas si tu as écouté l'édito de Mr. White tout à l'heure. Non, j'étais au travail, désolé. Il nous a fait un petit topo sur évidemment sur le patinage synchronisé. Patinage synchronisé qui va rentrer dans une nouvelle ère. Oui. On commence le patinage synchronisé commence à éclore sur le plan international. On a une belle perspective aux Jeux Olympiques de la jeunesse là en 2028. Alors rappelons que la suite. Ouais, rappelons qu'en fait il y a une au départ le patinage synchronisé, on pouvait patiner je crois jusqu'à 22 ou 24 personnes, c'est ça?
Ensuite, on est passé à 16. Ouais, c'est passé. Alors après, c'est descendu à 20. Après, c'est redescendu à 16. On va dire c'est 16 actuellement. Mais maintenant, il y a une ouverture au championnat du monde sur 12 aussi. Pour favoriser un maximum aussi de création d'équipe, parce que c'est pas si simple que ça de réunir autant de patineurs. Et sur la France, est-ce qu'on a les mêmes problématiques en France qu'à l'étranger au niveau de la formation d'équipes de synchro? En fait, même les plus grosses nations commencent à connaître ces problèmes. On les a eu bien en amont. On n'a pas non plus énormément d'équipes en France, mais on sait que cette ouverture à 12, en fait, c'est pas parce que la France a du mal à avoir beaucoup d'équipes. C'est parce que les autres nations aussi commencent à avoir du mal à avoir des équipes complètes. Donc c'est pour permettre. C'est dû à quoi ça selon toi, c'est dû à quoi? Parce qu'on parle des équipes de Finlande, de Norvège, tout ça, où on sent et au Canada, on sent que dans ces pays-là, c'est assez bien développé la synchro. Et pourquoi eux-mêmes, ils ont aussi des difficultés? Il y a un changement dans la société? Je sais pas. Non, pas changement dans la société. Je pense pas. Je pense que les coûts quand même c'est des coûts qui sont quand même assez élevés pour une saison internationale. Voilà. Après l'engagement, je pense que c'est plus facile d'avoir des gens engagés en solo que 20 patineurs, parce qu'en fait c'est 16 mais plus 4 remplaçantes. Donc il nous faut quand même une équipe actuellement sur 20 personnes. Donc 20 patineurs. Plus les coachs. C'est pas facile. Plus coach et chorégraphe. Plus coach, chorégraphe. Donc ça, il y a tout un panel autour en plus pour encadrer cette équipe-là. Donc c'est beaucoup d'investissement. On a une coach qui arrive justement. Voilà, l'objectif principal, c'est quand même d'arriver, grâce à, vous avez une intégration aux JOP, aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2028. Jeux Olympiques de la jeunesse, mais sous un format à 9 patineurs. C'est ça. Alors, est-ce que de passer à 16, à 9, c'est un peu la discussion qu'on a assez régulièrement, parce que le patinage synchronisé, ça, entre guillemets, ça a beaucoup de gueule, ça se déplace vite, ça fait du vent et ça fait des belles lignes et tout ça quand on est assez nombreux. Est-ce que 9 restera quand même assez spectaculaire dans le sens du terme, on va dire? Alors on n'aura pas le même visuel sur la glace. C'est sûr que 16 patineurs, c'est quand même plus agréable à regarder. Enfin, c'est plus impressionnant. Maintenant, ça va être un autre patinage. Enfin, je vais pas t'apprendre le patinage, Philippe, mais ça va être un autre style de patinage, sûrement plus rapide, peut-être des éléments plus impressionnants. Maintenant, moi je pense que malgré tout ce qu'on peut entendre, que beaucoup sont déçus que ça soit à 9, il faut prendre le train en marche. Moi je pense que c'est une superbe opportunité pour la synchro. Donc moi j'accueille ça plutôt favorablement. Je pense que c'est ça qui va permettre l'éclosion de la synchro dans le futur. Et l'objectif, c'est quand même d'être présent en 2030. Alors pour ça, il faudrait aussi que les Jeux Olympiques de la jeunesse soient peut-être aussi diffusés. Alors j'imagine qu'ils sont diffusés peut-être dans d'autres pays, mais en France, on en a eu très très peu entendu parler, ou en tout cas vu des épreuves. Moi, je miserais beaucoup sur la jeunesse, d'ailleurs, sur les programmes télé, parce que d'ici 2030, c'est un petit peu ce qu'il faut travailler. C'est faire connaître nos champions, nos championnes, et ceux qui vont faire la gloire du sport français d'ici 2030. Mais c'est pas en 2029 et demi qu'il faudra se réveiller. Je suis bien d'accord. Après, pas certain quand même que ces Jeux Olympiques de la jeunesse soient diffusés, mais pourquoi on peut espérer, on peut l'espérer, mais après. Voilà, peut-être c'est peut-être un travail de la Fédé aussi. C'est un peu du lobbying c'est plus de la Fédé plus que de l'ordre des clubs. Je vois Anne-Sophie qui dit mais pourquoi Et pourquoi non, mais justement, il faut travailler sur ça, la diffusion, les plateformes. C'est pas les clubs qui peuvent le faire, Philippe. Tu sais bien, c'est les clubs avec une fédération. Voilà, actuellement au niveau du club du Rock, on est co-organisateur de la French Cup. Je peux pas faire mieux que ça soit diffusé sur les télés locales. Oui, France 3 vous accompagne quand même là-dessus, en général. Mais vous diffusez pas, diffuse pas la compétition. France 3 nous fait des reportages, des choses comme ça. C'est BFM qui nous diffuse pendant la compétition. Ah, c'est bien, c'est un BFM local. La France 3 aussi.
Donc, d'ailleurs, la French Cup qui rencontre toujours un super succès. Cette année, c'est quoi la date? La prochaine, ça sera en 2027. Les demandes de dossiers là sont pas encore, c'est pas encore ouvert. Ce que nous on envisage comme date, c'est 29 et 30 janvier 2027. 29 et 30 janvier. 2027, c'est tard 2027, et d'ici là il y a rien qui va se passer du côté de Rouen, parce que chaque année vous faites quand même de beaux événements là avec la synchro. Alors en fait on a fait deux French Cup en 2025. C'est on ça. a eu la 30e, donc on a eu la 30e qui était donc en début d'année, et à cause des Jeux Olympiques et ça a bousculé un peu le planning de compétition, donc on s'est rabattu en fait sur une date plus précoce. On a ouvert le circuit entre guillemets des championnats du monde, et on a fait ça fin novembre, nous, 2025. D'accord, bon, il y a quand même. En 2026, pas d'édition en 2026 pure, elle sera janvier 2027. Et du coup, sur Rouen, il n'y a pas de programmation possible d'un événement synchro, ou comment ça, vous allez rester un an là sans, vous allez partir un peu à droite à gauche faire des compétitions, mais sur Rouen quand même c'est une belle vitrine la synchro. Alors non, sur l'année là on n'aura pas de grands spectacles de synchro. En plus, on va pas se mentir, hein, la glace est prisée à Rouen. Oui. C'est pas facile, faut qu'on la partage avec tout le monde. Le hockey prend beaucoup d'heures avec les matchs. On a quand même une équipe qui performe en hockey, donc du coup ils vont loin dans les compétitions, et ça prend beaucoup de temps aussi. Donc c'est pas facile de caser quelque chose d'envergure, hein. D'ailleurs, on a vu avec la nouvelle patinoire que espère Gaëtan Muller pour avoir une double piste ailleurs, celle-ci serait conservée, de ce que j'ai pu comprendre, ce qui fait que ça resterait quoi, une patinoire dédiée assez fortement pour le patinage synchronisé et le patinage artistique. Alors on n'a pas toute la trame en fait de la nouvelle patinoire. On ne sait pas si ça sera, comme disait Gaëtan, un lieu de vie aussi pour les autres clubs, ou ça sera une patinoire dédiée au hockey. Malgré tout, l'équipement actuel, lui, va rester en place, et nous, de toute façon, on continuera de patiner ici, hein. Il y a quand même deux glaces. Ça va nous laisser un peu plus d'heures. Justement, moi, je pense que c'est un beau projet qui va nous permettre à l'avenir d'avoir un peu plus d'heures de glace encore pour nos équipes. Et en toute logique, avec un peu plus de travail, on monte encore d'un niveau, hein, mais bon, voilà, la nouvelle patinoire, elle n'est pas encore faite, hein. Oui, j'ai vu, les délais sont quand même assez importants, donc pour l'instant, c'est toujours bien de pouvoir se projeter, puis quand on organise un événement tel que la French Cup, il faut aussi anticiper convenablement les choses. Elle est partie, Anne-Sophie, elle s'est mise de côté. Non, là. Elle est là. Alors, nous, on va parler, vas-y Anne-Sophie, tu peux te rapprocher. Hein, on a les capitaines qui sont là aussi. Eh ben, mettez-vous à l'antenne, comme ça, à l'antenne, vous savez qu'on est un peu filmé, on vous voit, voilà. Bonsoir, donc là, on a Gabriel Mailleux et Irina Rakotosolflofo. Dites-le moi, alors. Très bien. Bon, c'est qui Irina? Levez la main. C'est ton cours de diction ce soir, Philippe. Ah ouais, tu peux nous dire ton nom comme ça pour voir si on y arrive plus facilement. Rakoto Solofo. Bah voilà, Rakoto Solofo. Finalement, c'est plus facile quand on t'entend le dire. Et donc Gabriel, donc les capitaines, accompagné donc d'Anne-Sophie Drouet qui revient un petit peu aux affaires de la synchro. Je reviens le temps que les jeunes coachs fassent des bébés, tu vois. Donc je remplace maintenant. D'accord. Ouais, en plus, maintenant, c'est ton côté grand-mère qui te fait parler comme ça. Bon, on va se calmer, Philippe. On va se calmer. Oui, 7 petits enfants. Bon, alors, c'est bien, que vous avez une opportunité, là, vous partez au championnat, les deux meilleures nations là, de la Finlande et du Canada, et vous avez une opportunité d'aller patiner au championnat du monde de Prague pour une démonstration à 9. Non. Vous non. Moi, c'est ce que j'ai dans mes notes. Alors, je vais laisser la main à Xavier. Il va peut-être j'ai mal noté ou j'ai. Non, c'est que t'as mal lu. À ton âge, il faut mettre les lunettes maintenant. Ah oui, attends, je vais sortir les doubles foyers. Bouge pas. Mais oui, parce que t'as confondu les deux lignes. Tu vois, il y avait. C'est vrai, c'est actant. Format pour la démonstration au championnat du monde à Prague.
Et puis, on accueillait bien évidemment l'équipe de Rouen du Rock pour leur participation aux championnats du monde junior qui se dérouleront à Gdansk du 13 au 14 Alors, en mars. plus, je suis impardonnable parce qu'Alain, tout à l'heure dans l'édito, il en a parlé. Donc, effectivement, je me suis planté de ligne dans mon conducteur. Toutes mes excuses, messieurs, dames. Ouais, alors, donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, là, cette opportunité d'aller en démonstration au championnat du monde? On va peut-être laisser parler d'abord Irina et puis après Gabriel. Oui, alors c'est génial, on est vraiment fiers de représenter la France. Donc on a vraiment une grande hâte de montrer notre travail depuis le début d'année. Et voilà, on est vraiment à fond et on a hâte. C'est votre premier... On a très hâte de pouvoir montrer de quoi on est capable de pouvoir performer au championnat du monde. C'est votre premier déplacement à l'international là, pour l'équipe de Rouen? Non. Non, on a déjà fait 2 championnats du monde et on est parti... à plein d'endroits comme en Autriche, en Suisse, en Hollande, et voilà. Et c'est quoi votre classement mondial aujourd'hui? C'est quoi vous? Si on devait faire un pré-classement. Les résultats de l'année dernière qui ont été un peu en contre-perf puisqu'ils arrivent 18e sur 24. Derrière des nations qu'on aurait dû, laisser derrière nous. Après, 16 patineuses à coacher mentalement, c'est difficile. Hein. C'est toute la particularité de la discipline d'ailleurs, hein, parce que il y a la technique, et effectivement, mais il y a toute la cohésion d'équipe, le mental de l'équipe, de 16 individus qui doivent aller dans la même direction au même moment et en même temps. C'est ça qui est le plus difficile dans notre discipline, je pense, au-delà de la technique. La régularité. Ouais. Et est-ce que vous sentez qu'il y a un écart entre les autres équipes et vous? C'est à quel niveau que ça... Parce que là, cette année, vous visez quoi comme place? Il faudrait monter, monter dans le top 15. Oui. Et là, on a 26 équipes cette année dans le championnat du monde. Oui, il y en a 2 de plus, donc ça serait pas mal d'obtenir ce top 15. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que tout le monde soit au rendez-vous sur la glace, quoi. Et donc, comment on explique cette différence entre votre équipe et les autres équipes internationales et qui domine le championnat aujourd'hui? Sur le top 5, les nations fortes, c'est le Canada, la Finlande, les États-Unis. Là, il faut qu'on arrive à... Notre concurrent direct, ça serait l'Allemagne. La Hongrie, l'Autriche, qui nous sont passés devant l'année dernière. Hein. Donc là, cette année, elles savent que on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut y aller. On a fait des programmes qui ont été vus par des spécialistes, des juges qui sont venus. On a eu quand même pas mal de gens qui sont venus nous voir. Elles ont tout dans la caisse à outils pour y arriver. Maintenant, tu sais bien, Philippe, que quand tu es coach à la barrière, une fois que c'est lancé, c'est lancé, quoi. Après, t'es prisonnière de ce que veulent bien faire tes athlètes au milieu de la piste. Hein. Et puis après, moi je me rappelle de Brunet, il pouvait plus rien faire pour moi une fois que j'étais au milieu là. Donc tu vois, t'étais tout seul ou un couple de danse, ils sont 2, c'est déjà le début d'une équipe. Là, ils sont 16 à mettre sur le même chemin. Donc la différence avec les autres équipes, nous en France, on n'a pas assez de patineurs dans les équipes, ça c'est très clair. Avec des remplaçants, c'est-à-dire parce qu'en plus il faut prévoir des remplaçants qui doivent accepter de rester sur le banc de touche dès le début de la saison finalement. Ça c'est dur, je trouve. Alors non, c'est pas depuis le début de la saison. La problématique aujourd'hui, c'est que dans une équipe française, que ça soit en senior ou en junior, d'ailleurs c'est la même chose, le niveau technique n'est pas le même. Hein. Il n'y a pas d'unisson sur le niveau technique. Donc les entraîneurs français sont obligés d'unifier, si tu veux, sur un niveau intermédiaire, ne pas aller chercher trop haut, mais ne pas aller chercher trop bas, pour que tout le monde se sente confortable et aille sur le chemin mental
positif, tu vois, pour performer. Et là, aujourd'hui, on a ces différences de niveau parce qu'on n'a pas assez de patineuses et de patineurs d'ailleurs, parce que il n'y a pas forcément une vraie politique sportive au niveau de la synchro. Bon, je ne vais pas faire de politique, mais quand même, il n'y a pas un vrai leader qui dit, voilà, nous, on veut une équipe de France junior, on veut une équipe de France senior avec le même niveau, je dis n'importe quoi, toutes des médailles d'argent en danse et en PA. Mais à un moment donné, vous aviez fait des regroupements, il me semble, à Courchevel ou des choses comme ça pour sélectionner. Vous n'aviez pas cette volonté de vouloir former une équipe de France, parce que la difficulté entre le ballet et même la synchro, c'est comment on pourrait former une équipe de France si vous vous entraînez pas toute l'année ensemble. Parce que aller chercher les meilleurs patineurs et patineuses d'une équipe, comme le fait pour le hockey sur glace, ils vont chercher des éléments à droite à gauche. Nous, ça serait peut-être plus complexe quand on doit travailler une chorégraphie. Mais, au-delà de ça, je pense que quand Catherine Glaise et moi on travaillait à la fédération, à la CSNPS, je veux dire, tout ce qui était les PND, tu sais, maintenant qu'on appelle les héros, les petits héros, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais bon. Il y avait tout un cheminement sur les détections où quand tu étais en PND1, je sais pas quoi, ok, tu étais sur l'artistique, tu étais sur la danse, mais ça allait jusqu'au PND4. Et les PND4, ils tiraient la langue parce qu'ils pouvaient pas rentrer dans les équipes de France de patinage artistique ou de danse sur glace. À un moment donné, on était là. Donc Catherine et moi, c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus en disant il peut y avoir un chemin de sélection sur les PND4 synchro pour représenter, je parle pas d'équipe de France forcément, mais pour représenter internationalement un niveau technique. Parce que ce qui pêche aujourd'hui, c'est que dans une ligne, tu as 5 médailles d'argent, je dis n'importe quoi, hein. Oui. Et dans une autre ligne, tu as 5 pré-bronzes. Tu as trop de différences de niveau, c'est ce que disait tout à l'heure Nicolas, c'est-à-dire que la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir les mêmes niveaux, les mêmes âges, la composition d'équipe au complet, avoir plusieurs remplaçants s'il faut, parce que s'il y en a une qui se blesse au dernier moment, et il faut connaître une chorégraphie, en plus des placements, donc c'est assez complexe votre domaine. J'ai Xavier, je crois, qui voulait poser une question. Moi, j'ai une observation. De toute façon, je rejoins ce que Anne-Sophie dit. La problématique, c'est un vrai choix politique et avoir un chemin de sélection qui soit dédié à la synchro. On voit ce qu'a fait la Finlande, on voit ce qu'ont fait les pays nordiques, etc. Il n'y a pas de secret, ou le Canada. Si on oriente des patineuses qui vont pouvoir espérer avoir un cheminement national, international, voire mondial en patinage synchro qui sera valorisant pour ces jeunes filles, puisqu'il y a essentiellement des jeunes filles, ce sera toujours mieux que de garder au sein des clubs des patineuses qui feront juste du régional en danse sur glace ou national et qui n'iront pas plus loin. Et aujourd'hui, c'est un vrai choix politique de dire aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir un chemin de sélection en disant les habilités pour être champion olympique en patinage artistique, c'est ça. Si on les a pas, on oriente différemment. Et la problématique, c'est que c'est un peu le côté néfaste. On a des bons côtés de la loi 1901 et du sport pour tous en France, mais c'est le côté néfaste où là, justement, il faudrait quand même spécialiser plutôt les patineuses pour aller dans un cheminement de synchro. Et juste, je voulais une question. Vas-y, Anso. Non, et puis aujourd'hui, à travers la fédération, à travers la population de patineurs français, si t'es pas discipline reconnue au JO, c'est un peu la cour de récré, si tu veux, alors que c'est pas du tout ça. Mais bon, je peux le comprendre. Même à l'intérieur du monde du patinage, je suis pas certaine que tout le monde connaisse la synchro. Déjà et deuxièmement, là, les Jeux de la jeunesse vont arriver. Déjà, on entend dans les tuyaux qu'il y a des clubs d'artistique et de danse pas trop de danse, mais d'artistique qui s'y intéressent. Parce que qu'est-ce qui va sortir sur le synchro 9? La différence qu'il va y avoir, c'est les sauts, c'est les pirouettes, c'est les portées. C'est ce qu'ils vont vouloir vous imposer aussi, les sauts, ce qui fait qu'on va rejoindre le ballet sur glace. Ça, c'est encore aussi une grosse complexité pour le grand public qui va rien y comprendre, et y compris les pratiquants. Après, sur la synchro, ce sera... Tu parles de scène fédérale. Moi, scène internationale, aujourd'hui, on a des sauts dans les programmes. Dans le top 5, tu vois des doubles maintenant.
Ouais, mais alors est-ce que c'était le principe même de la synchro à la base? Parce que comme tu le dis, en fait la synchro, on a toujours pris la synchro ou le ballet, on a pris ça pour on va dire pour une discipline ou parce que t'es pas devenu champion dans une discipline individuelle. Allez, on te met là pour éviter que t'arrêtes le patin. C'était très bien en soi, mais on considère mal vos disciplines parce que ce sont des disciplines ultra sportives, ultra culturelles, ultra artistiques. En fait, et on considère pas on vous le considère pas comme un sport qui pourrait atteindre demain les performances olympiques. C'est peut-être ça la problématique. Surtout des disciplines, heureusement que votre radio est là parce que c'est des disciplines dont on parle jamais. Alors le ballet, je peux pas en parler, Philippe. Je connais juste Karine qui se sert de cette discipline comme outil pédagogique et je trouve ça bien de fin de saison, tu vois, et elle performe sur la danse sur glace et en fin de saison, elle libère les esprits de ses sportifs de haut niveau sur du ballet et elle a bien raison parce que pour en avoir discuté avec elle, je trouvais ça hyper intéressant. Elle s'est essayée, tu vois, Karine, à la synchro et on en avait discuté toutes les deux. Elle m'avait dit non, c'est trop technique, c'est une vraie discipline. Moi, je peux pas entendre, si tu veux, que la synchro est comme le ballet, une discipline de fin de saison ou de fin de carrière. C'est pas possible. La synchro, c'est une vraie discipline où tu n'apprends pas à patiner. Je suis d'accord avec toi, mais où tu apprends à être fort techniquement à 16. Enfin, pour l'instant à 16, tu vois. C'est une vraie discipline qui à mon avis, moi je dis merci à tous les présidents de CSN qui sont passés parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, sauf que la communication dans le monde du patinage français n'a pas été faite. Je veux dire, le règlement, il était imbuvable. La communication, non, on n'a invité personne pour venir voir comment ça se passait. Parce que ça coûte de l'argent, déplacer une équipe, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un drapeau qui nous dit « Ok, vous avez les Jeux de la jeunesse en 2028, merci. » Il faut profiter de cet outil-là pour surfer sur la vague en disant « On est une vraie discipline. » Aujourd'hui, il y a des médailles qui ont été mises en place. En plus des médailles de danse et de PA, tu fais des conversions et tu as des médailles de synchro. Individuel, c'est un peu antinomique, mais tu as quand même des médailles de synchro avec des aptitudes à avoir, des prérequis, etc. Et là, c'est une vraie discipline. Il faut que cette fédération monte le patinage synchronisé tel quel. On est quand même discipline ISU, Philippe. Bah non, mais enfin moi tu prêches un convaincu, hein, excuse-moi. Je suis persuadé qu'avec la synchro et toutes les 10 autres disciplines qu'on représente à la Fédé, c'est 12 disciplines à développer, mais on n'a pas forcément mis les moyens où il fallait pour développer celles qui pouvaient être en plus les plus je dirais les plus attractives et les plus lucratives parce que encore une fois j'étais à la compétition de ballet à Franconville ce week-end, les gradins étaient pleins. Quand vous faites une compétition de synchro, les gradins sont pleins. Quand on fait un championnat de France junior que j'ai pu voir à Cergy-Pontoise il y a pas si longtemps, on a 10% de la salle qui est remplie. Malgré l'entrée gratuite pour les spectateurs. Donc là-dessus, il y a, comme tu dis, il y a un décalage en fait. C'est que si on connaît pas les disciplines et si on invite des gens à venir voir votre discipline demain, c'est des gens qui vont adhérer à chaque fois qu'ils vont voir compétition de patinage synchronisé, ils vont venir. Vous souffrez un petit peu comme la nage synchronisée. Aujourd'hui, on fait briller la synchro parce qu'il y a la French Cup en France, qui fait partie une fois sur deux d'un Challenger Series, si tu veux. Donc, c'est vraiment une compétition reconnue internationalement et qui pèse son poids. Mais tout ce qui se passe en dessous, là, tu vois la montagne, mais tout ce qui se passe en dessous pour arriver là, je dis, en tout cas, moi, je dis qu'on n'est pas aidé. En plus, tu me parles d'une Challenger Series. Moi, aujourd'hui, je vais voir le patron de France Télévisions, par exemple, pour lui demander diffuser de la synchro. Il va dire, c'est quoi une Challenger Series? Ça parle pas, en fait, aux décideurs. Non, mais je veux dire, c'est juste dans la présentation, il faut quelqu'un qui y croit. Il faut quelqu'un qui croit à la discipline. Ce que je veux te dire, Philippe, c'est que on parle de la synchro au haut niveau international, mais on ne développe pas. C'est quand même antinomique, quoi. Ah, on est d'accord. Il y a des équipes qui s'en vont, quoi. Il y a des équipes qui s'en vont. Je partage. Xavier, t'as été coupé. Je vois depuis tout à l'heure, tu lèves la main. Ça va? T'as pas trop mal au bras? Vas-y, dis-moi. Tout va bien. Non, je voulais juste revenir sur les Jeanne d'Arc. Donc, j'avais 2 questions pour finir. 1. Qu'est-ce que vous avez changé justement dans l'entraînement par rapport à l'année dernière pour espérer un meilleur classement? Et 2, comment vont se passer les 10 dernières journées d'entraînement avant ces fameux championnats du monde junior? Mais on a beaucoup travaillé la technique individuelle pour cette année et aussi beaucoup plus de précision.
Et ouais, la répétition pour être vraiment très régulière, pour savoir ce qu'on fait vraiment tout le temps. Alors vous les filles, vous êtes à la fois capitaine, mais aussi vous patinez dans l'équipe. Comment ça se passe? Comment on peut vous regarder un petit peu vos collègues? Vous les managez, vous leur parlez pendant le programme? Comment vous gérez tout ça? Cette pression, c'est une pression supplémentaire pour vous en plus? Avant le programme, on se donne tous les points clés pour qu'on soit dans la même direction dans le programme, pour qu'on donne un programme qui soit en cohésion. Et après, par exemple, dans le programme, on peut dire des comptes, des mots. En fait, on répète beaucoup de choses. Voilà, on répète des mots clés dans le programme, ou avant de monter sur glace, ou avant des totales, etc. Pour motiver l'équipe. C'est comment les mots à peu près? C'est quoi, si on veut, tiens, les 30 premières secondes du programme, c'est quoi? Des comptes 9, 8. Alors moi je parle des comptes, des précisions, de l'exigence et donner au public de l'émotion, voilà, faire la générosité. Et vous arrivez à être tous sur le même rythme de donner au public, parce que par exemple des filles qui pourraient être un peu plus en difficulté sur certains pas, va se concentrer sur ses pas et moins sur ce qu'il faut donner au public. Comment vous agissez là-dessus? On compte. on compte. Donc tu comptes dans ta tête. Vous comptez dans votre tête. Oui. Et s'il faut, on compte à voix haute. Eh oui. Et bientôt, peut-être qu'avec l'IA, on sera peut-être en mesure de mettre tout le monde au même niveau d'écoute et d'expression, et que chacun pourra s'exprimer encore plus librement pour le public. Ça serait beau, ça. Exactement. Bon, on n'en est pas encore là, mais vu comme ça avance, à mon avis. Pardon. Alors les choix des thèmes de programme aujourd'hui, c'est quoi pour vous là? Alors le court c'est sur The Mask et le long c'est sur Squid Game. C'est chaud ça, Squid Game, hein, non? Il y a du sang et tout qui gicle, hein? Non, ça va? Non, ça va. On raconte notre Squid Game. Enfin, c'est pas Squid Game Netflix, c'est notre manière, c'est notre film. C'est notre version Squid Game. Donc vous vous êtes raconté une histoire. Qui a monté le programme? Il y a votre chorégraphe et ses chorégraphes et entraîneurs? C'est les 3 entraîneurs qui ont monté le programme. Alicia, Clara et moi. D'accord. Et alors, vous avez comment vous êtes concerté? Vous dites tiens, on voit bien l'équipe patiner là-dessus. Comment ça se passe la préparation d'une saison et d'un choix de programme? Ça a été long. On a écouté beaucoup de musique. Ça, c'était au mois de mai-juin. On leur a proposé plein de musique et on voyait leur tête. On s'est dit ok, on passe à autre chose. Et The Mask, c'est assez enjoué, donc ça leur va bien. C'est une équipe qui est dynamique, qui aime bien jouer avec le public. Donc The Mask, c'est assez sympa. Et Squid Game, je t'avoue que moi j'ai pas regardé la série. Quand on est allé au Master à Lyon, on nous a dit, des juges français nous ont dit attention, parce qu'il y avait des mouvements dans le programme qui tuaient, si tu veux, l'autre. Et ils ont trouvé que c'était trop, je sais pas comment ils ont dit, mais un peu violent. Trop violent. Ouais, mais enfin aujourd'hui. Est-ce que les juges sont à la hauteur des ambitions des chorégraphes et des coachs aujourd'hui? Est-ce que vous avez une discussion avec eux? Est-ce qu'ils jugent vraiment Non, faut rien dire. Tu sais, moi j'aime bien faire sortir l'artistique de façon naturelle chez les élèves. C'est-à-dire qu'elles ont des cours de théâtre de temps en temps. On essaie de trouver des émotions et qu'elles arrivent à trouver des émotions. C'est comme la technique, il faut qu'on arrive à trouver des émotions identiques sur les 16. Donc c'est beaucoup de sol, c'est beaucoup de vidéos pour qu'elles se voient. La vidéo en synchro, ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'était quoi ta question? J'ai oublié. Non, c'est par rapport à la façon dont est-ce que les juges en synchro aujourd'hui sont assez bien formés? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'ils sont à la hauteur d'une formation qu'ils auraient pu avoir ou pas d'ailleurs, spécifique synchro? Tu parles des juges français ou des juges en général? Des juges français déjà. Bah oui, enfin j'ose espérer. C'est un peu embarrassant comme question parce que forcément un juge, tu as une discipline, tu es jugé. Moi j'ai toujours dit à mes sportifs, faut accepter le jugement humain. Si tu l'acceptes pas, oui, ça on est d'accord. On est d'accord, mais des fois, alors, est-ce que c'est la faute des CSNPAS là qui disent, si par exemple on critique un de tes mouvements parce qu'il est trop violent, mais si c'est dans la série, si c'est dans le thème,
tu peux pas complètement dénaturer le thème que tu as envie de choisir sur lequel tu patines. Donc il faut qu'il soit un peu plus souple. On n'a pas complètement dénaturé. On a enlevé 2-3 mouvements qui effectivement auraient pu choquer. Tu sais, les mentalités changent aussi. Donc il faut aussi, nous, entraîneurs, qu'on s'adapte à certaines mentalités. Elles ont 15-16 ans. Bon, moi, je dis pas mon âge, mais les juges, voilà. Xavier, tu rigoles pas. Il borde de rire. Les juges sont aussi d'une génération. Mais là, la juge qui nous a dit ça, par exemple, c'est une fille qui avait 35 ans. Donc, c'est pas vieux, c'est pas jeune, mais c'est. Voilà, elle avait peut-être pas vu la série, hein. Si. Elle avait pas vu The Mask. Parce que The Mask, quand tu regardes The Mask, c'est un peu chaud quand même comme film, hein. C'est pas aussi violent que la série, mais ça peut être chaud. Alain, tu voulais dire quelque chose? Et après, j'ai une dernière question pour Nicolas. Je voulais savoir si c'était un plus d'avoir fait de la danse avant de rentrer dans une discipline de synchro, quoi, avant d'avoir fait du patin. Ah, de la danse au sol? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont fait de la danse, par exemple, ou de jeunes hommes? Moi, j'ai fait de la danse avant le patin. Mais alors, par exemple, ça m'a appris à déjà compter avant qu'on m'apprenne au patin. Donc, j'ai déjà su compter. Donc, voilà. D'accord. Alors, je pense que pour la synchro, que ça soit la synchro, la danse sur glace ou le patinage artistique, si tu as un petit bagage corporel et musical, et ça aide. Maintenant, ça fait partie de notre métier aussi de leur faire des activités annexes, justement, qui ne sont pas que du patinage, mais du théâtre, de la danse. Surtout pour les disciplines à plusieurs, hein, la synchro ou le ballet, si tu sais pas compter, à un moment donné, moi, par exemple, quand j'ai fait Danse avec les stars, Candice Pascal, elle en a chié parce qu'il a fallu qu'elle me dise apprends à compter. Je fais, moi, je compte pas, je suis un petit peu le rythme de la musique, je bouge parce que j'ai envie de m'amuser. Il y a que les sous que tu sais compter. Ah bah oui. Ouais, mais ça va au-delà de 8, heureusement. Bon. Mais il y aura jamais de décor en synchro? Non. A priori, non. Des accessoires, déjà, c'est difficile. Non, il n'y a pas d'accessoires, justement. Non. On est vraiment sur le même règlement que la danse ou le patinage artistique, grosso modo. Nicolas, c'est pas trop dur à manager il y a des filles et des garçons aussi un peu qui patinent avec vous, Nicolas. Il y a des filles et des garçons. Après, moi, je m'occupe de la logistique, hein. La partie entraînement, tout ça, moi, c'est pas mon domaine du tout. Hein. Donc, moi, je suis là pour faire en sorte que le club fonctionne bien, qu'elles aient tous les moyens à disposition et puis voilà, et réussir le pari qu'on se lance avec l'ambition du club là sur les années à venir. On a un vrai projet sportif ambitieux avec, on espère être bien présent à ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Hein. Donc, j'espère. Alors là aussi, voilà, on n'a pas la trame, on n'a pas de règlement pour l'instant, donc on sait pas vers quoi ça va tendre. Et puis ça veut dire qu'il y a un CNOSF, le CNOSF doit vous accueillir si c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça veut dire que vous êtes pris en charge par l'organisation du sport olympique français. Mais bon. C'est une ouverture énorme parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire des horaires scolaires adaptés. Tu vois, là c'est des projets humains, je dirais, parce que on va négocier avec les collèges et les lycées, enfin plutôt les lycées, mais on ne rentre pas dans les cases. Donc c'est un projet d'homme. Il croit en Nicolas et Nicolas croit en la scolarité. Mais si on rentrait dans les cases, ça serait un peu plus facile quand même pour les entraînements. Vraiment. Et puis moi je crois à la synchro. Donc on verra ce qui se passera au mois de juin, mais en tous les cas, vous pouvez compter sur mon soutien pour vous accompagner et vous soutenir puisque vous méritez bien autant que les autres disciplines des sports de glace. Et on va regarder cette cérémonie de fin de championnat du monde. Avec plaisir. Bon, en tous les cas, on vous souhaite une bonne soirée à tous les 4 et puis tous les 5. Je sais pas si Clara était avec nous, mais bon. Clara est sur la glace. Ah bah oui, il faut bien qu'il y en ait une qui bosse. Bon, vite parce que les deux filles, ils vous attendent là, vos et en tenue. vos coéquipières. En tous les cas, profitez bien, travaillez bien, et puis on va suivre effectivement, comme le dit Alain, Mr. Y, on va suivre cette compétition là des championnats du monde junior. Et puis on en reparle à votre retour.
Très bien, parfait. Merci. Ça marche. Allez. Pour la mise en lumière. Pas de souci. Merci à vous. À très bientôt. Merci Anne-Sophie. On s'appelle, mais ça fait un petit moment qu'on doit s'appeler Anne-Sophie, mais t'inquiète pas. Ça... Au retour de Pologne. Voilà, avec plaisir. Salut. Bon, on va accueillir maintenant notre invité number one qui est passé en invité number 2, voire number 3 ou number 4. C'est bien ce que je dis, tu sais pas compter. C'est Anne-Fleur Valette pour parler de la compétition de ballet qui s'est déroulée justement à Cergy-Pontoise. Il faut juste que je remonte un petit peu plus haut dans la discussion parce que Mister, il faut téléphoner. Ah oui. Mais je retrouve plus le numéro, dis donc. Ah voilà, ça y est, il est là. Non, ça va, c'est bon, mais comme il intervient sur deux lignes, on voit pas. Hop, c'est la valise d'RTL qui vous appelle. Bah oui, parce que bizarre, c'est que je la vois apparaître dans le studio, Anne-Fleur, mais. C'est le problème des iPhones, c'est qu'il faut redémarrer le téléphone avant de prendre parce que sinon le micro ne veut pas se déclencher. Ouais, c'est un peu galère. Un petit bug avec iPhone. Ouais. Donc on va pouvoir parler de cette grosse. Ah, attends, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de téléphone. J'allais tomber sur quelqu'un d'autre, dis donc. T'imagines ? T'appelais une bonne copine. Voilà. Je pense que je suis pas mal là. Ça y est. Là, le patin de Ice Radio qui vous appelle. Vous pouvez gagner la somme de 10 000 € ce soir. Je vous rappelle. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir Anne-Fleur. Bonsoir, merci de m'appeler. Bon, désolé, on vous a un petit peu décalé dans l'organigramme, dans le conducteur de la soirée, mais on a tellement de monde à faire parler et tout le monde a des choses à dire que voilà, ça a été un petit peu mouvementé, mais c'est pas grave. Merci en tous les cas d'avoir pu décaler avec nous ce petit entretien. On voulait revenir sur la compétition qui s'est déroulée donc à Franconville ce week-end. A priori, gros succès, non ? Exactement, oui, on est très très contents. On a ouvert le bal de la saison ballet sur glace. Donc c'était la première compétition de la saison. On a pu accueillir 22 équipes, dont une équipe américaine qui nous a fait la joie de venir également. Donc qui était aussi ravis de l'événement, de l'organisation, parce que ça se passe pas toujours pareil de leur côté. Au niveau de l'organisation des timings, donc c'était aussi important et intéressant d'échanger avec eux là-dessus. Donc non, on est très très content de l'événement qui s'est produit et nos équipes aussi françaises étaient ravies d'ouvrir le bal chez nous. Bon, en tout cas, moi j'ai vu du bon niveau dans plusieurs des catégories, des gradins assez pleins. Donc voilà, je trouve que c'est un événement qui gagne à être connu, à être vu. Et puis je crois que c'est tous les ans en plus que vous organisez cette compétition. Oui, enfin pas tous les ans, mais c'est au moins tous les 2 ans. C'est quand même un investissement pour le club. C'est vrai que là, pour se rendre compte, c'est un peu plus de 350 patineurs, suivant le nombre d'équipes évidemment. Et on compte un peu plus de 50 bénévoles. Donc voilà, sans compter après le staff juge, l'organisation technique de la mairie, la mise à disposition pour la sécurité. Donc c'est vrai que voilà, c'est une très grosse organisation, mais effectivement, on a la chance aussi d'attirer de plus en plus le grand public, parce que c'est l'avantage de notre discipline, c'est que il y a vraiment un aspect technique danse sur glace et patinage artistique indéniable, mais c'est un sport collectif où il y a quand même du théâtre, de la chorégraphie. Donc même pour un grand public lambda qui n'est pas du tout dans le sport de glace va trouver ça joli. Il y a une dimension avec des accessoires, des décors sur les ballets libres, et donc forcément ça attire de plus en plus quand on communique assez bien. Donc ça, on est aussi très content. On a même dû malheureusement refuser des gens qui sont venus participer, enfin qui souhaitaient rentrer et qui n'ont pas pu, parce que du coup il n'y avait plus assez de place pour des raisons de sécurité. On doit quand même limiter le nombre. Victime du succès. Mais c'est vrai, alors, vous parlez de décor, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est le déplacement de toutes ces équipes qui viennent en bus et un petit peu de partout de l'Hexagone. Et c'est bien difficile d'emmener des décors puis de les placer, et puis de voir le moins de perte de temps possible entre chaque ballet. Ça aujourd'hui, on a vu petit à petit les décors en ballet sur glace qui ont disparu petit à petit. Il y a plus des accessoires que des décors. Oui, alors c'est vrai qu'on en a de moins en moins par rapport aux premières années du ballet sur glace il y a de nombreuses années. On voit aussi par contre que les Américains, eux, sont encore très friands des gros décors.
C'est vrai que nous, en France, un peu moins, pour des raisons de logistique, comme vous dites. C'est vrai qu'il faut pouvoir être ingénieux sur comment le plier, comment pas l'abîmer. Suivant les déplacements, des fois, c'est en train. Faut qu'il rentre dans le bus aussi. Voilà, exactement. Ou dans la remorque. Ou dans la remorque derrière. Non, ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc souvent, effectivement, on va retrouver plus des accessoires un peu plus minimalistes. Mais on a encore quelques équipes qui arrivent, suivant aussi les déplacements de la saison prévue, qui arrivent à faire des décors plus impressionnants. Là, cette année, on est sur une année avec la Nations, c'est la Gold Cup, qui est l'équivalent des championnats du monde dans notre discipline. Donc, on va jusqu'aux États-Unis pour un grand nombre d'équipes. Et donc, c'est vrai que à ce moment-là, l'accessoire est privilégié plus qu'un vrai décor, parce que voilà, pour l'avion, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, je crois d'ailleurs que c'est 5, c'est pas 3, où il y a 3 ou 4 équipes françaises pour la Gold Cup et 2 pour la Nation, non? Il me semble. Alors, c'est les 3 premiers de chaque catégorie, donc les 3 novices, 3 seniors qui peuvent partir, mais effectivement, vous avez raison, tous ne viennent pas pour des raisons financières, je pense. Voilà, pour financières, exactement. Mais pourquoi j'ai l'impression que chaque club organise un petit peu son déplacement. Alors évidemment, s'il a une équipe dans chaque catégorie, ça lui fait trois équipes une vingtaine de personnes à déplacer, plus les parents qui veulent l'accompagner parfois. Pourquoi l'ensemble de toutes les équipes venant de France ne s'affrètent pas un avion, par exemple? Alors, c'est vrai, ça pourrait. Cette année, j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus soudés. Vraiment, la Fédé a essayé, enfin en tout cas la CSN Ballet a vraiment essayé de nous faire qu'on se rencontre et qu'on essaye d'organiser à plusieurs. Après, c'est vrai que c'est plus peut-être par réflexe. Chacun fait en fonction de là où il part aussi, parce que tout le monde part pas de Paris. Donc c'est vrai que c'est un peu moins culturel, ouais. On a tendance à faire un peu plutôt une vision club. Après, on échange beaucoup sur l'organisation, qu'est-ce que les conseils entre Français. Mais on va plutôt, oui, effectivement, avoir une logique. Chaque club gère son propre déplacement. Bon, là, donc vous, maintenant, cette compétition, elle s'est bien passée. Le résultat était bien pour l'équipe de Franconville, ça a été ? Ah oui, on a bien ouvert cette saison. L'équipe adulte a fini premier, l'équipe première, l'équipe novice également, et nos juniors 3e. Donc voilà, trois podiums pour nos 3 équipes. Donc on est très content et on dit que c'est très prometteur pour cette saison. Et puis dans toutes les catégories, on a vu des très beaux ballets. Même les juges c'est un nouveau règlement cette année, ont été satisfaits de l'organisation et de pouvoir voir à quel point les coachs aussi avaient pris en compte l'ensemble des retours et l'axe que voulait se donner un petit peu la CSNB sur cette discipline. Donc oui, on a eu des beaux résultats. C'était une très belle compétition. On espère la refaire très prochainement, la saison prochaine ou dans 2 ans ou plus tard en tout cas. Bon, on a Xavier de Bernis qui est très impliqué aussi dans le club de Clermont-Ferrand, qui était présent, je crois, avec 3 équipes même sur cette compétition. Non, alors nous, on avait une équipe du club de danse sur glace et 3 équipes du club de patinage artistique. Ce qui est assez conséquent. Juste rappeler que pour la Nations Cup Gold Cup, ça va être 19 équipes françaises qui patineront aux États-Unis. Ah ouais, c'est énorme, hein. On va remplir leur gradin. Parce qu'eux, ils font ça, j'imagine, ils font ça dans une... Même moi, je vais y aller. Je dis, ils vont faire ça dans une arena qui va faire au moins 10 à 15 000 spectateurs, j'imagine. Ils vont faire ça à l'américaine. Pas 10 000, mais c'est une grosse arena quand même, à 6 000 places, je pense. Alors, ça va faire un très beau championnat. Selon vous, Anne-Fleur, qu'est-ce qu'il faudrait pour, on va dire, améliorer la visibilité du ballet sur glace en France, même si là, à Franconville, vous étiez complet, donc vous avez même dû refuser du monde, comme vous le disiez, finalement, il vous ferait une plus grande patinoire, plus que... Et un prime time aussi. Et un prime time, ouais. Ben, il y a des choses intéressantes. Oui, il y a plein de choses. Oui, alors il faudrait effectivement plus de gradins, ça c'est un fait. Mais non, mais c'est vrai qu'on manque quand même, ça reste quand même une discipline assez méconnue. Et c'est dommage parce qu'on le voit bien aussi, notamment lorsqu'il y a eu le Covid, que c'est grâce à cette discipline que beaucoup de clubs aussi ont pu maintenir des sportifs, des adhérents. Parce que voilà, c'est un circuit un peu différent de l'individuel, même si vous l'avez dit, il y a un niveau
dans les catégories nationales, novices, juniors, seniors, qui est quand même très haut. On retrouve majoritairement des patineurs individuels qui font un sport co, mais c'est vrai que non, je pense qu'on doit, enfin moi j'aimerais que cette discipline soit encore plus visible et connue dans les médias, même quand on... On a perdu. On a perdu Anne-Fleur. Non, ça y est. Elle est là. Pourtant, c'est au téléphone. Là. Normalement, bon, en tout cas, moi, je tiens juste à féliciter aussi, et puis l'accueil très chaleureux de tous vos bénévoles qui nous ont accueillis, parce qu'on est allé avec Olivia. On a pu regarder aussi l'équipe de ballet avec qui elle travaille sur Clermont-Ferrand. J'ai pu voir aussi Nice, qui était assez engagé, très très intéressant comme ballet. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ces ballets sur glace. Évidemment, avoir plus de visibilité, plus de grand public, pour qu'ils puissent voir un petit peu les différentes disciplines des sports de glace. Ça, c'est très important, et on était content de pouvoir en parler ce soir. Donc, c'était pas la peine finalement de vous avoir avant la compète, puisque vous étiez déjà complet. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais oui, c'est sûr qu'il faut... Il faudrait que cette discipline soit encore plus connue, parce que pour le coup, en plus, il y a une vraie évolution dans le bon sens, et même s'il y a l'aspect théâtral, chorégraphié, il y a un très bon niveau technique, donc ça enlève en rien l'aspect purement sportif des patineurs, qui sont souvent des patineurs individuels, j'insiste. Donc ça gagne vraiment à être connu, et ça rassemble énormément de monde, des plus éloignés du patinage aux plus experts, donc et ça va jusqu'aux adultes, donc c'est aussi important. C'est un des sports qui essaie vraiment de promouvoir aussi les adultes sur tous les niveaux, et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. C'est vrai. Il y a tout ce monde d'adultes qui tape à la porte des clubs aujourd'hui pour faire de la compétition, soit en solo, soit en adulte, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir savoir gérer pour les prochaines années du développement des sports de glace. En tout cas, vous saluez bien Céline Motte de ma part, la présidente du club, et puis mes amitiés à tous les bénévoles, tous ceux qui vous ont aidé durant cette journée du samedi là, qui s'est parfaitement bien déroulée. Merci beaucoup Anne-Fleur. Autre chose à rajouter, une info, ça va, tout va bien, c'est bon? Oui, tout va bien. Là, on est sur le début de saison, donc on continue focus sur les programmes et direction Lansing, donc aux États-Unis, avec les 18 autres équipes. Donc ça se passe bien. On se reverra sur place. Je vais faire un petit séjour là-bas avec Olivia. Avec plaisir. On aura l'occasion de revoir un événement à l'international. Comment ça se présente. Voilà. Allez, bonne soirée. Nous, on va se faire une petite pause musicale très très courte avant d'accueillir Kate Royan pour parler de l'actu sur le patinage artistique de cette semaine, puisque on a nos petits champions juniors qui sont partis au championnat du monde de Tallinn. Il y a des ballets pour seniors aussi. Bah ouais. Il y en a, et ça commence à grimper. Tu peux te reconvertir. Mais moi, j'ai fait la Pomme d'Or pendant des années. J'ai fait des ballets sur glace. Il y a même parfois des Américains qui font en couple, ils font des triples saltos lancés pendant les ballets sur glace. Allez, on vous laisse. Avec plaisir, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, de l'invitation. Passez une bonne soirée. À bientôt. Allez, un petit truc musical pour faire un petit peu une petite pause. Ça va nous aérer à tous. À tout à l'heure. Still strong, but my knees will fall to me. Stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew. All the things you say, they were never true in the games you play. You would always win. When it burn, when I cry, 'cause I heard it screaming out your name, your name. Sometimes I
Et voilà, c'était la petite coupe pas très longue, tu vois, une petite musique rapide, sympa, ça permet juste d'aérer un petit peu et de dire au revoir à notre ami Lionel qui nous accueille ici au Haras Lupin, comme la plupart des semaines d'ailleurs au Stade Français. Hey, peut-être j'aurai le temps de te donner quelques précisions sur le paraluge dont on a parlé Alors, tout à l'heure. rapidement, parce qu'il y a Kate, sinon elle va te tirer les oreilles si elle peut pas intervenir sur la radio. Bonsoir Kate déjà, qui est avec nous. Bonsoir. Ah oui. Comment... Oh, elle a une petite voix, Kate. Ça y est, elle est tombée malade. Non, je suis un peu enrouée, mais non, tout va bien. Tout le monde est un peu enroué d'ailleurs en ce moment. C'est tout va drôle. super bien. Oui. Bon. Alors, dis-nous alors, le paraluge on va commencer avec Kate, puisqu'on a Kate, et on verra s'il reste une minute ou deux après. Alors, Kate, on arrive bientôt au 8 mars, messieurs. On en est où alors aujourd'hui ? On en est où avec le patinage artistique? Les championnats du monde juniors sont en train de démarrer. Il commence seulement, hein, donc les épreuves ça va commencer demain. Et on a nos engagés, on a Jean Médard chez les garçons, Stéphania Gladki chez les filles avec Milana Mosaico puisque Dubec était forfait. On a Erhard Pellegris et Télémac Coulon en couple, et Perrier Giannisini, Blanca Clapperman et Moueden Bigot en danse. Donc je vais regarder ça de près et je vous en parlerai la prochaine fois. Bah oui, parce que le championnat du monde sera passé. Alors jeudi, on fait une émission spéciale qu'on diffusera mardi prochain. Peut-être qu'on pourra ingérer un petit sujet sur ces championnats du monde junior avant la diffusion de mardi. On pourra peut-être se faire un petit retour là-dessus. On gardera un quart d'heure d'émission de jeudi. Bien sûr. Hein, avec plaisir. Il y a eu une compétition le week-end dernier en Roumanie. Ça s'appelle le Belloul Memorial, quelque chose comme ça. Et elle a été gagnée par François Pitot devant Luc Economides. C'était la seule compétition que j'ai trouvée cette semaine. J'ai pas vu de vidéo parce qu'il n'y avait pas de streaming disponible, mais bon, c'est François qui a gagné. Tiens, j'ai un petit bonsoir de Ben du côté de Contamine-Montjoie qui nous regarde avec l'équipe de hockey qui va monter. Tu sais que c'est une belle patinoire au Contamine-Montjoie à plus de 500 mètres carrés qui existe. Je crois même 900 ou 800 mètres carrés, dont l'exploitation a été reprise par une des équipes de Avo Projet. Et du coup, jeudi, c'est là-bas où on sera justement pour enregistrer cette émission spéciale, puisqu'il y aura du hockey, du ballet-ballon, il y aura un petit peu de tout sur cette patinoire. Curling. Et on aura l'occasion certainement l'année prochaine, quand les élections seront passées, d'y aller faire certainement un spectacle, un petit séjour sur place. Bon, en dehors donc des activités patinage artistique, c'est un petit peu calme en ce moment, à part cette équipe de France junior qui est partie. Et puis on a surtout le spectacle Artolice en Suisse avec un très beau plateau. On a vu passer pas mal de vidéos, pas mal de choses avec nos Français qui sont présents, et il y a pas mal un très très beau plateau. C'est vrai que j'ai vu des vidéos passer de Malinine, un petit peu de Adam aussi qui est sur place. Et par contre, j'ai pas vu grand chose sur est-ce que Cizeron, Baudry, ils y sont? Certainement. Oui, je crois qu'ils y étaient. Il y avait aussi le Paré Fabriceau, Adancia Imfa. J'ai pas vu de vidéo de Fournier Baudry Cizeron. Donc, je suis pas 100% sûr qu'ils c'est là-bas, mais il me semble que oui. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être pas encore pour être invités, ou alors ils ont pris. Est-ce qu'ils vont faire le championnat du monde d'ailleurs? On en est où avec ces championnats du monde qui doivent se dérouler à Prague? Les participants, ils sont inscrits. C'est important pour récupérer 3 quotas. Ouais. Alors donc, vous avez des nouvelles. Donc tiens, je voulais vous lire un petit truc justement, un petit message que j'ai repéré sur le Facebook tout à l'heure. De la part de Malika Tahir, donc l'entraîneur de F Dubec, qui fait une immense pensée pour F Dubec, skating club de Reims, malheureusement blessée et contrainte de renoncer à ses championnats du monde junior avec beaucoup de regrets. Nous savons combien elle s'est préparée et investie pour ce moment. Le sport de haut niveau est parfois cruel, mais ce n'est qu'une partie remise. Voilà, bon rétablissement Eve.
bah voilà, je voulais le lire parce que je trouvais ça, c'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, on compatit, hein, surtout quand on a été patineur à l'international, qu'on se prépare très durement pour une compétition et du coup, paf, la blessure vous empêche d'être à 100% de vos moyens pour aller défendre les couleurs de la France et là, c'est le verdict qui tombe et tu dois te résigner à cette décision et ça doit être bien triste pour Eve, à qui on souhaite évidemment un prompt rétablissement et surtout ne pas baisser les bras. Voilà. Ça vous intéresse pas ce que je dis les garçons, ouais, Kate, hein, c'est vrai. Moi ça m'intéresse, les garçons peut-être pas, mais moi oui. Quand je vois qu'il n'y a pas de réaction, je me dis qu'est-ce qui se passe. Je les ai choqués. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Il nous reste à peine 2 minutes d'émission pour terminer cette belle soirée. On a eu encore de très bons moments, de très bons échanges, je trouve, notamment avec la synchro et le ballet. Aujourd'hui, on a fait le focus un petit peu là-dessus. Le hockey sur glace était bien rempli. On a eu une belle intervention aussi ici de Lucas Defayet, hein, le skeleton. Beaucoup d'informations. Ça nourrit. Ça tombe bien puisqu'on va parler un peu de la campagne là, de la fédération. Ça nourrit effectivement les sujets d'une fédération qui doit progresser aujourd'hui à prendre en compte l'ensemble des disciplines et surtout pour d'ici 2030 il y a du boulot. Donc peu importe celui qui sera ou celui qui sera élu en juin, la tâche sera pas facile. Qu'on n'oublie pas les Paralympiques, Philippe. Hein. Les Paralympiques, il va falloir suivre à partir de vendredi soir. Ouais. Et notamment, je vous ferai la prochaine fois un petit topo sur le Paralympique dont on a parlé parce que je crois que personne connaît vraiment les règles et les outils. Et pour la semaine prochaine, tu nous fais un topo sur toutes les disciplines des paras parce que je crois que les gens ne savent pas quelles disciplines vont, à part le ski alpin qui a beaucoup de disciplines paras, mais en tous les cas, au niveau de la glace, c'est pas grand chose. Allez, merci. On le para-hockey aussi. Le para-hockey, puisqu'on avait discuté avec lui également. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, nos amis. Il n'y a pas de stress aussi, hein, qui dit qu'il y a Shock Bates et Cizeron Baudry à Arton Ice. Donc merci pour l'information. On voit des passionnés. On vous remercie à toutes et à tous. Bonne soirée Kate, bonne soirée Xavier, bonne soirée à Titi qui est déjà parti depuis un petit moment. On se retrouve donc jeudi soir pour l'émission de mardi et on parlera des championnats du monde junior et des résultats de nos petits Français à l'étranger. Merci Alain et puis bonne soirée à tous. Bonsoir. Et à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao. Toujours plus, toujours plus fort. Candeloro et les givrés. En direct sur iceradio.com.